L'histoire commence sur un chantier sans nom, par une journée ensoleillée ordinaire. Le responsable du site s'indigne de l'absence d'un plongeur appelé pour un autre sujet important. En raison des délais, il décide de ne pas attendre et invite tous les travailleurs présents à terminer les travaux pour un montant distinct. Parmi tous les ouvriers présents, un seul, un homme mince, s'est porté volontaire pour faire le travail. On demande à la personne qui s'est portée volontaire pour plonger si elle peut faire face à cette tâche avec un corps aussi fragile. Au doute de ses supérieurs, il répond seulement que l'argent ne se gagnera pas tout seul. Après un certain temps, les assureurs commencent à se demander si le plongeur s'est étouffé ou s'il fait simplement semblant. L'un des ouvriers constate un dysfonctionnement du dispositif de communication avec le plongeur. C'est pourquoi il crie à la hâte pour qu'on le retire. Sans y réfléchir à deux fois, les assureurs le sortent de l'eau. Une fois sorti, le plongeur enlève son masque et signale l'achèvement de la tâche. Le responsable de l'établissement, en payant les frais, est surpris par le gars et dit que l'argent a plus de valeur pour lui que sa propre vie. C'est ainsi que nous rencontrons un gars nommé Eugène, qui, à 18 ans, est prêt à tout faire pour gagner de l'argent pour soigner sa sœur. En partant, il a pensé que ce serait formidable de recevoir de telles sommes chaque jour. Après cette pensée, il a immédiatement commencé à saigner, ce qui l'a même obligé à arrêter. Tout cela a été vu par un mystérieux inconnu, dont les vêtements ne permettaient pas de savoir qui se tenait exactement devant le personnage principal. L'étranger a commencé la conversation très brusquement, disant que le gars risquait sa vie pour quelques centimes et doutait que ces risques en valèrent la peine. Le personnage principal lui a d'ailleurs directement répondu qu'il n'aurait pas pris de tels risques s'il n'avait pas eu besoin d'argent. Un mystérieux inconnu a offert au héros une chance de devenir riche simplement en jouant à un jeu sûr. Prenant le personnage mystérieux pour un fraudeur, le héros a refusé de participer au jeu et affirmant qu'il n'était pas intéressé, il est simplement passé à autre chose. D'autres actions nous amènent à l'hôpital, où le personnage principal communique au téléphone avec sa sœur et lui rapporte qu'il lui a acheté sa friandise préférée. Un médecin s'approche de lui, avec qui le personnage principal le salue et lui dit qu'il le cherchait. Le médecin arrête le personnage principal et lui demande ensuite si les factures de traitement de sa sœur ont été payées. Sinon, il n'a pas le droit de la soigner. Le médecin note également que l'état de la sœur du protagoniste se détériore et qu'elle a besoin d'une greffe le plus rapidement possible et compte tenu du bien-être du héros, il vaut la peine de se préparer au pire. Le héros répond qu'il collectera le montant requis, ce à quoi le médecin répond seulement sarcastiquement qu'il n'a besoin que de collecter quelques centaines de milliers. Toute la scène est remarquée par le même inconnu qui se trouvait sur le chantier. En arrivant dans la chambre de sa sœur, le personnage principal réfléchit à voix haute à ce qu'il doit faire et où trouver une telle somme. En raisonnant, il regarde sa sœur connectée à un dispositif médical. Malheureusement, elle ne peut pas lui répondre, car elle n'est pas consciente. C'est pourquoi il se tait. Le personnage principal reçoit un appel de son père sur son téléphone. En quittant la salle, le héros rappelle immédiatement à son père qu'il ne lui donnera pas d'argent. Ce à quoi le père dit seulement qu'il est inutile de soigner sa sœur et que de l'argent peut être gagné en vendant ses organes après sa mort. Il dit également au héros qu'avec l'argent qu'il gagne, il peut facilement aller à l'école et qu'il peut organiser de grandes funérailles pour sa sœur. Ce qui fait grincer des dents le héros de colère. Le héros répond avec colère à son père qu'il ne se laissera pas entraîner dans ses aventures et ne fera pas de mal à sa sœur. Insultant enfin son père, il coupe l'appel, ce qui n'augure rien de bon. Ayant un peu récupéré, il remarque quelqu'un à l'autre bout du couloir. À l'autre bout du couloir, il aperçoit une silhouette familière, le même escroc du chantier qui voulait lui proposer de jouer à un jeu. Le héros est surpris que quelqu'un le surveille, et l'étranger lui-même, levant amicalement la main, le salua. S'approchant rapidement, le héros commence à demander pourquoi l'étranger le suit et menace d'appeler la police s'il ne quitte pas l'hôpital au plus vite. En réponse, l'étranger a calmement informé le personnage principal qu'il l'avait mal compris. Il le cherchait, ne cherchant qu'à lui proposer de jouer à un jeu avec lui. Les règles étaient simples. Si le héros l'attrapait dans 3 rues en moins de 5 minutes, il recevrait 100 000 $ en récompense. Le personnage principal a répondu à cette proposition en traitant l'étranger de psychopathe et en disant qu'il ne tomberait pas si facilement dans le piège. Cela dit, le personnage principal a également remarqué que le logo présent sur les vêtements de l'inconnu lui semblait très familier. D'un claquement de doigts, l'étranger informa le héros que 20 000 $ du prix étaient déjà sur le compte du héros et que le montant restant
serait transféré dès que l'étranger serait attrapé. Le personnage principal doutait fortement de la situation actuelle, mais par curiosité, il a quand même décidé de regarder son téléphone. Sur son téléphone, il a vu un nouveau message de sa banque et, en effet, 20 000 avaient été déposés sur son compte à ce moment-là, et il a été surpris que l'inconnu ait son numéro de carte. Le héros s'est tourné vers l'étranger avec des questions sur l'endroit où il avait obtenu son numéro de carte et ce qui se passerait s'il refusait de participer, ce à quoi l'étranger a répondu qu'il n'était pas nécessaire de restituer le montant. Le héros n'a jamais laissé le sentiment que quelque chose n'allait pas ici, mais réalisant qu'il a déjà de l'argent et qu'il n'a rien à perdre dans cette situation, il accepte de participer. Le héros a dit qu'il avait accepté le défi, mais avant même d'avoir fini de parler, l'étranger a sauté par la fenêtre, annonçant que le compte à rebours avait commencé et que le jeu avait déjà commencé. Courant vers la fenêtre, il fut très surpris, car l'étranger le fuyait déjà tout en bas, sans subir aucun dommage. Bien que le héros ait compris que toute cette situation était une stupidité totale, à ce moment-là, il ne visait qu'une seule chose, prendre cet argent à l'étranger. Avec un zèle brutal, il s'est précipité dans les escaliers de l'hôpital, dans le but de rattraper l'inconnu au plus vite et d'obtenir la somme tant convoitée. Après seulement 30 secondes, le héros était déjà dans la rue et, remarquant l'étranger, se précipita dans la ruelle dans laquelle il l'avait vu. Le héros comprit qu'en courant après l'étranger, il ne le rattraperait pas. C'est pourquoi, connaissant les environs, il décida de prendre un raccourci. Il trouva rapidement le chemin le plus court, et déjà dans la 2e minute de la poursuite, il était très proche de l'étranger, mais il s'enfuit toujours obstinément du héros. Surmontant toutes sortes d'obstacles, il a poursuivi sans relâche le précieux jackpot, mais n'a toujours pas pu rattraper l'étranger. Le héros courait à une telle vitesse qu'il ne remarqua même pas les passants qui sautaient de son chemin au dernier moment. Plus de 3 minutes de rattrapage s'étaient déjà écoulées, et finalement le héros avait tellement réduit la distance qu'il respirait littéralement dans le dos de sa cible. Mais même ainsi, l'étranger n'a pas ralenti un instant. Il a continué à courir aussi vite qu'il pouvait, loin de notre héros, sans un seul soupçon de fatigue. Peu importe l'entêtement du personnage principal, chaque fois qu'il s'approchait d'un étranger, il échappait au héros et semblait tout simplement disparaître. Le héros lui-même avait déjà compris qu'il était à la limite, poursuivant l'étranger avec une vitesse et une endurance inhumaines. En regardant son téléphone, le héros vit que le temps était presque écoulé et qu'à ce rythme-là, il ne le rattraperait jamais. Réalisant qu'il n'y a pas d'autre solution, le héros continue de poursuivre l'inconnu sur les toits des immeubles. Lui, ne prêtant plus attention à rien, s'élance sur les toits des immeubles à la recherche de son but. Au dernier moment, il freine tout au bord du toit, manquant de tomber. Il n'était qu'à un pas de tomber de très haut, essoufflé, il regarda autour de lui à la recherche d'un étranger. L'étranger ci-dessous s'est quand même rapidement enfui du personnage principal, sans prêter attention à rien. Le héros doutait de savoir s'il devait sauter, car la hauteur était telle qu'il était très facile de tomber à mort. Se souvenant de sa sœur, il écarta tous les doutes et se précipita sur le toit après l'inconnu. Ayant pris suffisamment de vitesse, il sauta sans aucun doute vers l'étranger. Le héros s'est envolé droit vers l'étranger, alors qu'il ne restait que quelques secondes avant la fin de leur poursuite. L'étranger a continué à courir sans s'arrêter, même dans les toutes dernières secondes, il ne s'est pas détendu. L'étranger croyait qu'il avait déjà gagné, et ce sentiment de victoire n'était pas sincère, car il s'attendait à ce que le garçon se révèle être un adversaire plus intéressant. Littéralement un instant, et le personnage principal est déjà derrière l'étranger à bout de bras. Au dernier lancer, le héros atteint l'inconnu, parvenant à le rattraper à la dernière seconde. L'inconnu se retourne brusquement et constate avec surprise que le personnage principal a effectivement réussi à le rattraper. Le personnage principal, ayant attrapé l'étranger, le tire vers lui en criant qu'il l'a rattrapé, déclarant solennellement sa victoire dans cette poursuite. Après un court laps de temps, notre héros tente de se remettre de cette course, et l'étranger attend patiemment. L'étranger reconnaît la victoire de notre héros et transfère consciencieusement le montant restant, tout en nous informant qu'il existe encore des jeux à frais élevés auxquels vous pouvez participer. Malgré la fatigue et la douleur causées par les écorchures subies lors de la chute, le personnage principal entend les paroles de l'étranger et, toujours accroché à toute opportunité de gagner de l'argent, accepte sans hésiter. L'étranger n'accepta que froidement l'accord, et le héros attira seulement maintenant l'attention sur le visage mystérieux de l'étranger,
dont la peau dégageait un éclat contre nature et dont les yeux brillaient sous le capot comme deux petites ampoules. Après avoir examiné l'apparence de l'étranger un peu plus en détail, le héros fut très surpris de ce qu'il pouvait voir. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, l'étranger se retrouva instantanément à côté du héros, l'attrapa par le poignet avec les mains froides et lui mit un étrange bracelet à la main. Le bracelet s'est avéré être un appareil qui, fermé sur la main du héros, s'éclairait, affichant le processus de lancement, et annonçait également d'une voix froide que l'analyse de l'identité du joueur avait commencé. Une fois terminée, le bracelet annonçait la confirmation de l'inscription d'un nouveau joueur, et à ce moment précis, le monde entier nageait sous les yeux du héros. La douleur lui envahit la tête, la faiblesse envahit son corps, ses paupières se fermèrent d'elles-mêmes. Incapable de se tenir debout plus longtemps, il tomba au sol juste sous les pieds du mystérieux inconnu. Après un certain temps, la conscience du personnage principal a commencé à lui revenir progressivement. Avant d'ouvrir les yeux, le héros sentit qu'il y avait une odeur dégoûtante partout qui imprégnait tout l'espace environnant. Malgré la douleur dans tout son corps, le héros tenta de se relever. Une odeur de chair pourrie lui frappa le nez, l'empêchant de respirer normalement. Dès que sa vision s'éclaircit un peu, il remarqua immédiatement une main humaine pourrie et à moitié mutilée. Après s'être complètement levé, il remarqua qu'il se trouvait dans une pièce jonchée de cadavres mutilés. L'un des murs était un immense écran avec une minuterie. Au centre de la pièce étaient assis deux petits personnages en sweatshirts, semblables à celui de l'étranger. Portaient, et le héros lui-même était vêtu d'une sorte d'uniforme de sport. Une voix froide, sans aucune émotion, annonça à toute la salle la nécessité d'accomplir une tâche dont le but était de survivre pendant 5 minutes, ce à quoi les deux personnages du centre se ragaillardirent. En regardant de plus près, on pouvait voir qu'il s'agissait de deux enfants qui portaient ce qui ressemblait à un maquillage traditionnel. La voix froide continuait d'annoncer que le jeu était sur le point de commencer. La condition restait la même, survivre 5 minutes. Le héros était toujours tourmenté par des maux de tête, mais malgré cela, il remarqua quand même qu'une voix froide commençait à compter 5 secondes jusqu'au début de la partie. En essayant de recréer les événements, le héros s'est souvenu de l'étrange inconnu qui lui avait mis un bracelet, après quoi il a perdu connaissance. Cependant, il ne pouvait pas raisonner longtemps, car l'image qui lui apparaissait renversait toutes les pensées qui lui venaient à l'esprit. Ces deux-là rongèrent des restes humains ainsi que des vêtements, fixant le héros avec de nombreux yeux rouges brillants. Cette vue a choqué le héros, le faisant se figer sur place, regardant ce spectacle dégoûtant. La voix, après avoir terminé le compte à rebours, a annoncé le début du match, après quoi le tableau d'affichage a immédiatement commencé le compte à rebours de 5 minutes. Dès qu'elles ont entendu l'annonce du début du jeu, les créatures ont immédiatement jeté des parties de leur corps et ont visé le personnage principal, dévoilant leurs dents acérées semblables à celles d'un requin. Encore un instant, et les créatures se précipitent déjà vers le personnage principal, avec pour seul objectif dans le regard, le tuer. Le héros ne comprenait toujours pas ce qui se passait, mais il savait avec certitude qu'il ne fallait rien attendre de bon de ces deux-là. Sans même réfléchir, il s'enfuit devant ces monstres, désireux de le déchirer. Tout en fuyant les créatures, il cherche dans la pièce tout ce qui pourrait être utile à sa situation actuelle. Hormis l'affichage du minuteur, le héros ne voyait rien dans la pièce, et une des créatures le rattrapait déjà. La deuxième créature a disparu quelque part, ce que le héros lui-même a remarqué. Et juste au moment où il pensait que le second était introuvable, il apparut juste devant le héros, se préparant à attaquer. La créature se précipita vers le héros en agitant la main pour le déchirer. Les griffes de la créature ont lacéré l'épaule du héros, déchirant son sweatshirt et lui laissant une profonde lacération. Un peu plus, et la créature l'aurait déchiré en deux. Mais malgré cela, la douleur irradiait de froideur à travers le corps du héros. La deuxième créature se précipita également vers le héros, mais celui-ci l'esquiva adroitement et évita une autre attaque mortelle. Le héros remarqua rapidement que ces monstres chassaient ensemble, le poursuivant comme s'ils étaient leur proie. Ces créatures jouaient avec lui et leurs visages déformés montraient un véritable plaisir de ce qui se passait. Le héros était déjà fatigué d'un tel rattrapage, et la blessure ne faisait qu'aggraver la situation. Le temps n'était pas non plus en faveur du héros, car l'épreuve n'était même pas à moitié terminée. Les créatures se regroupèrent rapidement, et l'une d'elles, en ayant planté une autre, s'apprêtait à la lancer directement sur le héros. D'un puissant lancer,
L'une des créatures lança l'autre avec une telle vitesse, comme s'il s'agissait d'un coup de canon. Le héros a simplement continué à s'enfuir, mais la créature a volé à une telle vitesse qu'il n'a pu la remarquer que lorsqu'elle respirait déjà dans son dos. La créature a volé dans son dos avec une telle force qu'il a failli tomber de ses pieds. Elle a attrapé sa peau avec ses griffes noires comme du sang, déchirant la peau de son dos. La mâchoire ouverte, elle se préparait déjà à lui saisir la gorge d'une poigne mortelle. Après s'être stabilisé, le héros remarqua que la créature se préparait pour le coup final. Alors il lui attrapa la main, se préparant à la jeter loin de lui. Un seul lancer et la créature vole déjà lourdement dans l'autre sens, éclaboussant le sang du héros dans différentes directions. La douleur irradiait dans tout le corps du héros, et le bracelet sur sa main grinçait de manière alarmante. Il restait très peu de force, et il restait encore un peu plus de 2 minutes. Le héros a continué à fuir les créatures, et celles-ci l'ont poursuivi sans relâche, sans montrer la moindre trace de fatigue. L'une d'elles rattrapa néanmoins le héros et lui saisit les doigts avec ses petites mains griffues. La créature serra et tira avec force ses 2 doigts, les brisant sans effort comme des brindilles sèches. De douleur, le héros criait à plein poumon. Ses doigts étaient tellement défigurés qu'ils ne ressemblaient plus à une main normale et ressemblaient plutôt à un désordre sanglant. Les créatures n'étaient amusées que par les cris du héros, et lui-même niait de tout son être qu'il mourrait ici et maintenant. À l'unisson du héros, le bracelet à sa main a crié, l'informant de l'état dangereux de sa santé et lui demandant d'arrêter. Il ne restait qu'1 minute avant la fin du jeu. Mais le héros n'avait plus de force. C'est pourquoi il a commencé à s'étouffer en marchant. La seule chose qui ne lui a pas permis d'abandonner jusqu'à présent est de savoir que la vie de sa sœur bien-aimée dépend de lui et que quelque chose s'est passé dans son dernier souffle. Une certaine force a informé le héros qu'il avait désormais accès au système. Ceux dont le héros se demandait seulement de quel type de système il s'agissait. Ce même pouvoir informait que le héros avait accès à une nouvelle capacité appelée reverse, après quoi les blessures du héros guérissaient en un instant et il ne se sentait plus fatigué. Le système a indiqué que l'essence de la capacité d'inversion était qu'une fois toutes les 10 minutes, atteignant un pouls de 200 battements par minute, le héros pouvait voir les mouvements des adversaires pendant 3 secondes. Le héros était complètement confus quant à ce qui se passait. Mais la course avec la mort continuait. Alors il décida d'essayer son nouveau pouvoir. Pendant un instant, le monde entier a semblé se figer, et le corps du héros a eu l'impression d'être étranger et a bougé tout seul. Immédiatement, les créatures se précipitèrent simultanément sur le héros, se préparant à lui porter un coup fatal. Ils ont volé sur le héros, lui plongeant leurs griffes et arrachant des morceaux de chair avec leurs dents, remplissant tout l'espace autour de sang. Après cela, le monde et les sensations sont devenus les mêmes. Le héros s'est toujours enfui des créatures, et il n'y a eu aucune égratignure sur lui. En analysant ce qu'il a vu, le héros savait maintenant d'où ces créatures l'attaqueraient et pouvait les repousser correctement. Le futur qu'il était capable de voir grâce à sa nouvelle capacité se répétait, et les créatures volaient déjà vers lui. Au tout dernier moment, le héros a esquivé, obligeant la jeune fille à simplement survoler le héros. Le garçon est également passé devant, regardant le héros de côté avec surprise et en même temps en colère, alors qu'il ne restait que 10 secondes avant la fin de la partie. Même s'il restait peu de temps, le héros ne pouvait toujours pas se détendre, car le jeu n'était pas terminé et les créatures cherchaient toujours à le tuer. Mais même en restant extrêmement concentré, le héros perdit de vue la jeune fille. Elle profita de cet accroc et se précipita sur le héros, qui à son tour tenta à nouveau de l'activer en sens inverse, mais rien ne se produisit puisque la capacité était encore en temps de recharge. Le héros était confus et tomba au sol, et la jeune fille volait déjà vers lui pour le transpercer. Le jeu était terminé. Un silence de mort planait dans l'air, comme si toute cette poursuite n'avait jamais eu lieu. Le héros a quitté cette pièce vainqueur, ne se retrouvant finalement qu'avec fatigue et peur. Le héros marchait et se demandait de quel genre d'endroit il s'agissait, qui étaient ses enfants, et s'ils étaient des enfants en général, s'il s'agissait là des jeux mêmes dont l'étranger lui avait parlé. Au lieu de réponse, il n'a reçu qu'un message de son bracelet indiquant qu'il avait reçu une récompense de 300 points. Sans avoir le temps de comprendre le message, le héros tombe sur une pièce insolite qu'il décide de vérifier. À sa grande surprise, il trouva d'autres personnes dans la pièce, vivantes et habillées exactement comme lui.
La pièce était assez calme. Les seuls bruits qu'on pouvait distinguer étaient le bourdonnement des lampes et les conversations étouffées de certaines personnes. Un homme aux cheveux noirs a attiré l'attention sur le personnage principal et a ensuite informé l'autre que 20 nouvelles personnes étaient arrivées aujourd'hui. Il fut surpris que sur 20, seul le personnage principal soit entré vivant dans la pièce. En réponse à cette déclaration, le héros a seulement demandé au gars aux cheveux noirs qui étaient CS créatures et pourquoi elles étaient si féroces. Au lieu de répondre, le héros sentit quelqu'un l'attraper par l'épaule. C'était un gars légèrement plus grand que le personnage principal, avec des dreadlocks vertes et un bandana sur la tête. Il a demandé au personnage principal s'il s'était amusé lors du premier jeu, ce qui n'a fait que le rendre perplexe. Décidant de changer de sujet, il se présenta comme César et dit qu'il était arrivé ici un demi-mois plus tôt et qu'il était le même joueur que le héros. En entendant cela, le héros regarda à nouveau autour de la pièce, prêtant attention à toutes les personnes assises, puis demanda pourquoi ils avaient été amenés ici. Mais au lieu de répondre, la nouvelle connaissance du héros lui proposa d'aller discuter ailleurs. Après être allés dans un autre endroit, ils ont continué la conversation, où la nouvelle connaissance a dit au héros qu'il avait également réussi le test de 5 minutes, et le héros a essayé de comprendre où il se trouvait. La réponse ne s'est pas fait attendre. Le gars au dreadlock a répondu qu'ils étaient dans l'arène, où se déroulaient des jeux meurtriers, et a demandé si le héros était au courant du consortium Time. Entendant une réponse négative, il a expliqué que le consortium Vremia est une énorme entreprise technologique travaillant sur l'intelligence artificielle. Le héros se souvenait que l'étranger qu'il avait amené ici avait le logo de cette entreprise sur son dos, mais il ne comprenait toujours pas ce que cette entreprise avait à voir avec la reine. Le gars au dreadlock lui a dit de faire attention à cela, après quoi il a appuyé sur quelque chose sur le bracelet du héros. Immédiatement après cela, une petite silhouette dans les airs a commencé à se former à partir du bracelet avec un faisceau de lumière dirigée. La silhouette s'éclaircit peu à peu et se transforme en une petite poupée noire portant un chapeau rouge et un bandage rose sur le ventre. Cette poupée a salué le héros, après quoi elle a dit qu'il y avait plusieurs conditions pour jouer dans l'arène. Et la première d'entre elles était de jouer pour survivre. La deuxième condition était que pendant le jeu, les joueurs accumuleraient des points et augmenteraient leur niveau, et que le dernier joueur recevrait le droit d'hériter de l'ensemble de la société Time avec SS actif. Il y avait aussi une règle de base qui stipulait que refuser de jouer entraînerait une exécution. Cela dit, la silhouette du jouet a commencé à disparaître, mais finalement elle a dit que le bracelet pourrait apporter des informations supplémentaires aux débutants. D'après tout, ce qu'il a entendu, la seule chose gravée dans la tête du héros était que s'il gagne, il recevra d'énormes actifs de l'entreprise. Les informations sur les richesses incalculables ont suscité en lui des doutes, qu'il a exprimés à sa nouvelle connaissance, à laquelle il a répondu qu'il savait seulement avec certitude qu'il était incroyablement difficile de devenir le dernier joueur. Il a également déclaré que le jeu avait un système de 7 rangs et qu'il se situe actuellement au plus bas d'entre eux. Le gars, avec des dreadlocks, s'est levé et s'est dirigé dans l'autre sens, informant simultanément que pour avancer davantage, ils doivent continuer à jouer et à accumuler des points pour augmenter le niveau. Cependant, plus ils avancent, plus les jeux deviennent difficiles. En s'approchant des distributeurs automatiques, il a commencé à expliquer clairement que les points ici sont un analogue de l'argent avec lequel vous devez acheter de la nourriture et de l'eau. Il a également déclaré que chaque jour, tout est limité en quantité et qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, démontrant en même temps que le distributeur automatique est complètement vide. Après cela, le gars avec des dreadlocks s'est tourné vers le héros et lui a amicalement conseillé de ne pas dépenser tous les points à la fois, car dès qu'ils seront épuisés, il sera exécuté immédiatement. Le héros était surpris de voir à quel point les règles étaient perverses dans cet endroit et à quel point les jeux étaient dangereux, et il s'inquiétait également pour sa sœur, qui restait complètement seule à l'hôpital. Le héros a demandé au gars au dreadlock ce qui se passerait s'il refusait et s'il pouvait partir d'ici. Mais avant qu'il ne puisse répondre, les exclamations d'un autre joueur se sont fait entendre sur le côté. Un autre joueur a essayé nerveusement de retirer le bracelet de sa main, tout en criant comment cet endroit l'avait obtenu. En réponse à cela, le bracelet est devenu rouge, a grincé de manière alarmante et a demandé d'une voix mécanique au joueur de se calmer. L'instant suivant, le joueur fut littéralement déchiré de l'intérieur
ne laissant qu'une énorme flaque rouge informe. Le héros était abasourdi par un tel spectacle et ne pouvait détourner ses yeux de la flaque de sang qui s'étendait sur une personne vivante. Surpris par la coïncidence, le gars au dreadlock a répondu au héros qu'il ne pouvait pas refuser le jeu, car il mourrait s'il refusait. Il a également déclaré que le héros devait être préparé mentalement, car à l'avenir, cela ne ferait que devenir plus difficile. Le héros a été surpris qu'un joueur assez expérimenté soit si disposé à lui expliquer les règles locales dont il a informé le gars au dreadlock. Il a souri en réponse et a déclaré qu'il avait vu le personnage principal jouer en direct et qu'il avait été surpris, car au départ, il n'attendait rien d'exceptionnel de sa part. Le héros a été surpris que les jeux des autres soient diffusés en direct et se rappelant que le système l'avait aidé à éviter la mort, il a décidé d'en savoir un peu plus. Une fois de plus, il s'est tourné vers sa nouvelle connaissance avec une question sur ce que sont les compétences du système, à laquelle le gars au dreadlock a seulement répondu de manière interrogative qu'il ne comprenait pas de quoi parlait le héros. Au même moment, le héros réalisa que lui seul connaissait le système et qu'il valait mieux ne pas en parler pour l'instant. La conversation a été interrompue par un orateur qui a annoncé que dans une demi-heure, l'espace public serait fermé et que tous ceux qui ne retourneraient pas dans les chambres seraient exécutés. En entendant l'alerte, les joueurs ont commencé à se disperser lentement hors de la salle. Le gars au dreadlock a dit qu'il y avait un horaire quotidien de 8 heures du matin à 8 heures du soir. En dehors de cette heure, vous devez toujours être dans les dortoirs. Après quoi, il a appelé le héros pour qu'il le suive jusqu'à la cellule. N'ayant pas d'autre choix, le héros accepta simplement et suivit son compagnon de souffrance. En arrivant à l'auberge, le héros constate que celle-ci ressemble davantage à une prison de haute sécurité. Il a dit à son camarade qu'il devait trouver un moyen de survivre ici, puisqu'il n'y avait aucun moyen de partir. Son camarade a été surpris du calme du personnage principal, dont il lui a directement parlé. Il a dit qu'il lui avait fallu 3 jours entiers pour accepter son sort actuel, après quoi ils ont continué à suivre la cellule du héros. Arrivé devant la caméra, le camarade du héros fut surpris par une autre coïncidence, car sa cellule était située directement sous la caméra du héros. Il a été annoncé par haut-parleur qu'il restait 5 minutes avant la fermeture de l'espace public et que tous les joueurs devaient donc immédiatement regagner leur cellule. Le camarade du héros lui a dit au revoir et lui a dit que demain, il essaierait certainement de lui faire visiter les lieux. En réponse, le héros l'a seulement remercié mentalement de lui avoir tant parlé de cet endroit, car grâce à ces informations, il serait beaucoup plus facile de s'installer ici. Sans trop s'arrêter, le héros ouvrit la porte de la cellule et entra. À sa grande surprise, il y avait déjà 4 autres gars à l'intérieur de la cellule, dont 3 étaient assis par terre au centre de la pièce, et le 4e était debout contre le mur, adossé contre celui-ci. Les gars ont salué le héros et lui ont dit qu'il dormirait plus près des toilettes. Déjà la nuit, quand tout le monde se couchait, seul le héros ne pouvait pas dormir et il restait plongé dans ses pensées. Il était toujours inquiet pour sa sœur et, ayant décidé de ne plus penser à elle, décida de se familiariser avec toutes les règles de cet endroit. Le héros a activé le bracelet et, ayant trouvé la section dont il avait besoin avec l'aide des débutants, l'a immédiatement ouvert. Le bracelet affichait un affichage lumineux devant lui, sur lequel l'entraînement apparaissait devant lui sous la forme d'un petit dessin animé, où le narrateur était un jouet déjà familier avec un chapeau rouge. Le jouet s'est présenté comme star, après quoi, elle a commencé à expliquer qu'après avoir terminé le premier jeu, tous les joueurs commencent à accumuler des points personnels. Chaque jour à minuit, 100 points sont débités des comptes des joueurs en guise de paiement pour l'hébergement dans l'arène. Ceux dont le score est nul perdront le droit de survivre, ce qui les fera instantanément détruire. Le niveau actuel du joueur est le premier et le plus bas. Pour obtenir le 2e niveau, vous devez gagner 10 000 points, après quoi vous pourrez défier le boss. Cette nouvelle n'a pas fait plaisir au héros, car pour le match d'aujourd'hui, il n'a reçu que 300 points, et plus tard, 100 lui seraient déduits pour l'hébergement. L'annonceur a poursuivi l'histoire et a déclaré que l'arène placerait différents monstres dans chaque jeu pour interagir avec les joueurs. Les jeux eux-mêmes seront divisés en 3 niveaux de difficulté, tels que débutant, intermédiaire et avancé, et leur récompense commence à partir de 300 points pour la difficulté débutant et plus. Chaque jour, vous devez jouer au moins un jeu, sinon vous devrez payer une amende de 500 points ou perdre la vie. Après avoir entendu cela, le héros se souvint du match d'aujourd'hui. L'idée qu'il aurait affaire à ces créatures tous les jours ne le rassurait pas.
Il a compris que s'il voulait survivre, il devait s'entraîner et gagner à chaque tour. Les pensées du héros furent interrompues par une fenêtre système apparue soudainement, l'informant d'un nouveau message. Face à une telle surprise, il fut confus et un peu effrayé, mais reprit rapidement ses esprits et ouvrit le message. Le système a annoncé qu'il aiderait les joueurs en leur organisant des séances de formation d'une durée limitée qui, en plus de développer leurs compétences de jeu, donneront également aux joueurs des récompenses sous la forme de points supplémentaires. Le héros était très heureux de cette nouvelle, car en plus d'améliorer ses compétences, il recevrait également une récompense supplémentaire, après quoi il accepta immédiatement le défi de s'entraîner. En un clin d'œil, le héros s'est retrouvé dans un endroit vide mais éclairé, où aucun mur, aucun plafond ou quoi que ce soit d'autre n'était visible à l'exception de lui-même et de la fenêtre du système. Le système a indiqué qu'au vu du jeu quotidien dans l'arène, une formation par simulation sera proposée aux joueurs pour améliorer leurs compétences. Après ce message, une paire de monstres qui lui étaient déjà familiers dès le premier jeu est apparue devant le héros, après quoi le système a annoncé que la condition du jeu serait de survivre pendant 5 minutes et en cas d'échec, un montant de 100 points serait débité. Le système a également signalé que le héros ne subirait pas de dégâts physiques lors de la simulation, mais malgré cela, cette nuit ne présageait rien d'agréable. Dès le lendemain matin, un gars avec des dreadlocks cherchait le héros dans la pièce où ils se sont rencontrés pour la première fois. Il chercha le héros dès l'ouverture des parties communes, mais ne le trouva ni dans sa chambre ni ailleurs. En se promenant dans l'arène, il a supposé que le héros était allé au match d'aujourd'hui, alors il s'est lui-même rendu sur le lieu des jeux. Le gars au dreadlock a raisonné à haute voix que le héros, sous de telles charges, aurait déjà dû subir 2 coups et mourir. Ces pensées furent interrompues par la silhouette d'un joueur quittant la salle de jeu, et la silhouette lui semblait très familière. Ses yeux ne le trompèrent pas, c'était un héros fatigué, quittant sereinement la salle de jeu avec la victoire. Après s'être assuré que le héros avait bien quitté la pièce, le gars au dreadlock, agitant joyeusement la main, le salua, l'appelant simultanément frère, ce que le héros lui-même remarqua immédiatement. Le gars au dreadlock a été très surpris que le héros soit parti si tôt pour le match. Ce à quoi le héros lui a répondu qu'il voulait se mettre rapidement au rythme local, même si l'objectif principal était en fait de tester les compétences acquises la nuit dernière. En se souvenant de la nuit dernière, le héros a réfléchi à la façon dont, dans la simulation, il devait fuir les mêmes monstres que dans le premier jeu. Savoir que les monstres n'étaient pas réels ne m'a pas aidé à me débarrasser complètement de l'anxiété, mais cela m'a seulement aidé à tout donner. Mais peu importe à quel point le héros voulait gagner et ne pas se faire prendre, les créatures étaient beaucoup plus rapides que lors du premier match. Dès qu'une des créatures obtenait le héros, le jeu se terminait immédiatement par sa perte, pour laquelle le système déduisait 100 points. Les monstres eux-mêmes ont disparu aussi vite qu'ils sont apparus, et le système a annoncé qu'un entraînement de base allait être lancé. Le héros était satisfait de cette situation, car il voulait tirer au moins un certain bénéfice de ces formations. Après un léger changement dans l'environnement, la formation de base a commencé, au cours de laquelle le héros a perfectionné les nouveaux mouvements que le système lui a appris. Après de nombreuses tentatives et échecs, il a finalement commencé à réussir et à progressivement maîtriser ses techniques de mieux en mieux. Les mouvements sont devenus de plus en plus raffinés et coordonnés, et le héros lui-même a commencé à avoir plus confiance en lui. Après avoir terminé la formation prescrite par le système, le héros s'est immédiatement retrouvé dans la chambre de son lit et a découvert qu'en dehors de la simulation, le temps était toujours le même et qu'il n'y passait pas plus d'une seconde. Il a certes passé beaucoup de temps à s'entraîner, comme en témoigne la fatigue de son corps, mais apparemment, le temps s'est écoulé différemment dans le simulateur. En se souvenant de tout cela, le héros était convaincu que la formation fonctionnait et l'aiderait vraiment à améliorer ses compétences. Les pensées du héros furent interrompues par un gars avec des dreadlocks, l'invitant à l'accompagner pour l'inspection promise des environs. Le héros, au lieu de le suivre, arrêta le gars, voulant lui poser une question. D'un ton tout à fait calme, il a demandé à son ami s'il pouvait participer à plus d'un match. La question a choqué le gars au dreadlock, à cause duquel il a même douté de la santé mentale du héros, car plus vous jouez en une journée, plus les jeux sont difficiles, ce qu'il a directement déclaré. Il doutait toujours que quiconque puisse gérer plus d'un match par jour, et un passant dit à haute voix
qu'il ne comprenait pas comment le héros n'était pas encore mort. Ce qui a été dit n'a fait que provoquer le héros, car plus la difficulté était élevée, plus la récompense était grande, et avec les compétences acquises, ses chances de gagner étaient extrêmement élevées. Le héros est passé chez un ami et lui a dit que si vous jouez une fois par jour, les points s'accumulent trop longtemps, et lui-même n'est pas encore trop fatigué et est prêt à rejouer. Le gars au dreadlock était extrêmement étonné de voir à quel point le héros était arrogant, car il avait déjà survécu 2 fois au jeu mortel. Le héros marchait seul jusqu'au prochain match, observant comment les autres joueurs se préparaient pour leur partie ou se remettaient des parties qu'ils avaient déjà terminées. Arrivé au bon endroit, la même immense porte métallique faisait obstacle au héros, derrière laquelle un nouveau jeu l'attendait déjà. Le bracelet sur sa main confirmait que ce jeu était le 2e niveau et qu'il serait plus difficile que le précédent. Le héros n'était pas pressé d'entrer, même si le système l'invitait déjà à entrer. Il se leva et se demanda s'il devait prendre le risque. À ce moment-là, un autre joueur s'est précipité hors d'une autre pièce. Il avait l'air en mauvais état et son costume était fortement taché de taches de sang frais. N'ayant pas le temps de s'éloigner trop de la porte, il tomba en arrière, après quoi il recula en rampant, plus près de la porte ouverte pour y appuyer son dos. Le héros a regardé de plus près et a vu que ce joueur n'avait pas de main droite et qu'il manquait plusieurs doigts à sa droite. Le héros était surpris de la façon dont le gars l'avait obtenu, et il se demandait aussi à quel jeu il participait et qui le mutilait autant. Se remémorant l'entraînement de la nuit, il remarqua que le match du matin était beaucoup plus facile pour lui que la première fois. La porte s'ouvrit devant le héros, et le héros lui-même pensa que le jeu ne devrait pas être beaucoup plus difficile que les précédents. Il se rappela une fois de plus qu'il devait gagner autant de points que possible, ce qui fit disparaître tout doute. Ayant perdu tous les doutes qui lui restaient, il se dirigea vers la pièce sombre, vers un nouveau jeu mortel. À l'intérieur, au lieu de la pièce habituelle, une image complètement différente est apparue devant le héros, car tout le sol était constitué de sentiers étroits, sous lesquels se trouvait un abîme au-dessus d'une piscine avec un liquide incompréhensible. Le héros a été très surpris par de tels changements dans les conditions de jeu, car désormais les conditions de survie étaient complètement différentes. La piscine en contrebas hantait le héros, car le liquide transparent en dessous était tout sauf de l'eau. Sans avoir le temps de bien réfléchir, les conditions du prochain jeu ont été annoncées, à savoir survivre 5 minutes et tuer au moins un monstre. Le héros fut très surpris par les conditions annoncées, car même le simple fait de survivre était déjà une tâche très difficile. Mais maintenant, il fallait aussi tuer un monstre dans le temps imparti. Le système conseillait de se méfier des piscines contenant de l'acide sulfurique, indiquant ainsi clairement ce qu'il y avait exactement au fond de la pièce, et les monstres eux-mêmes regardèrent déjà de plus près le héros. Le système a annoncé le début de la compétition, après quoi les monstres se sont précipités sans hésitation vers le personnage principal avec une férocité animale. Les créatures étaient sensiblement plus rapides qu'avant, donc l'une d'elles a rapidement dépassé le héros. Au dernier moment, le héros a esquivé le coup, faisant simplement passer la créature devant lui. Après avoir esquivé, le héros s'est immédiatement enfui de la créature, mais la seconde tentait déjà de le rattraper de l'autre côté. Il était très difficile de courir sur les sentiers étroits, car si le héros trébuche, une mare mortelle d'acide sulfurique l'attendra. C'est ce qui importait le plus au héros, puisque les monstres appelés gargouilles n'étaient pas aussi dangereux que l'acide ci-dessous. Les gargouilles poursuivaient avec impatience le héros et parvenaient ainsi à l'encercler, bloquant les chemins dans plusieurs directions. Le héros a décidé que la meilleure solution serait de sauter par-dessus l'abîme, car il avait désormais besoin de l'expérience acquise lors de l'entraînement nocturne dans la simulation. En un clin d'œil, il sauta de son emplacement vers une autre passerelle, évitant ainsi le sort d'être pris en sandwich des 2 côtés par des gargouilles. Une fois sur un autre pont, il vit qu'un peu plus d'1 minute s'était écoulée depuis le jeu. Mais comme le but cette fois était aussi de tuer le monstre, le héros commença à réfléchir à la façon dont il pourrait vaincre l'une des gargouilles. Sans arme à portée de main, il ne comprenait pas comment se débarrasser de créatures dangereuses sans se baigner dans l'acide. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte que l'une des menaces pouvait être éliminée avec l'aide de l'autre. Au même instant, les gargouilles, comme le héros, sautèrent par-dessus le gouffre et se précipitèrent sur lui. D'un mouvement adroit, le héros esquiva à nouveau les coups des gargouilles, tout en réfléchissant à un plan pour tuer l'une des créatures en utilisant sa capacité. En esquivant simplement, il a perdu un temps précieux,
Alors le héros a essayé d'activer sa capacité inverse. Malheureusement pour lui, la capacité n'a pas été activée car les conditions nécessaires n'étaient pas remplies. Le pouls du héros était inférieur à 200, c'est pourquoi la capacité n'a pas pu être activée. Ne connaissant pas la trajectoire des attaques des gargouilles, cela le gênait et ne lui permettait pas de contre-attaquer d'une manière ou d'une autre. Alors il a simplement continué à éviter les attaques des autres. Le héros se souvint que la dernière fois, la douleur causée par de graves blessures l'avait aidé à augmenter le rythme de son cœur. L'une des gargouilles préparait une autre attaque contre le héros, alors il décida d'essayer de s'exposer à l'attaque. La créature a transpercé la main du héros de part en part, lui causant des blessures graves, mais pas encore mortelles. La douleur parcourut le héros comme un rouleau, provoquant une accélération très rapide de son rythme cardiaque. La gargouille retira sa patte de la main du héros, éclaboussant son sang. Le rythme cardiaque du héros s'accélérait de plus en plus, et lui-même, la main pendante, continuait d'éviter de nouvelles attaques des gargouilles. Ayant atteint l'état souhaité, le héros put enfin activer sa capacité. Il voyait à l'avance comment les gargouilles l'attaqueraient, dont il pouvait désormais profiter et contre-attaquer. Le héros était extrêmement concentré sur ce qui se passait, car il savait qu'il n'avait qu'une seule chance de réussir son attaque. Il a remarqué par lui-même que les gargouilles ont tendance à tuer l'ennemi en frappant leurs griffes au visage de la victime. Par conséquent, le moment où la créature attaquera sera le meilleur moment pour contre-attaquer. La créature se précipita sur le héros, levant la patte pour porter le coup final. Mais le héros, au lieu d'esquiver, commença à tomber dans la fosse avec de l'acide. La créature volait derrière lui suffisamment bas pour porter le coup fatal que le héros avait prévu grâce à ses capacités. Dès que la gargouille s'est suffisamment rapprochée, le héros s'est regroupé et lui a donné des coups de pied aussi forts qu'il a pu dans la direction opposée au pont. Le coup de pied envoya la créature directement dans la mare d'acide où, avec un puissant jet, la gargouille vola à grande vitesse. L'acide a immédiatement commencé à ronger la créature, qui hurlait de manière déchirante en dessous, sans aucun moyen de sortir. Après s'être vautré un peu dans l'acide, la gargouille a coulé et l'une des tâches a été accomplie. Le héros lui-même s'est accroché au pont sur son bras valide, se retenant d'une manière ou d'une autre et essayant de reprendre son souffle après un saut périlleux très dangereux. Il comprit que si quelque chose n'allait pas, c'est lui qui se dissoudrait progressivement en bas. Avec difficulté, le héros grimpa sur le pont, où la deuxième gargouille regarda avec surprise la façon dont son frère venait d'être tué. Bien que l'une des créatures ait été vaincue, le héros devait encore survivre plus de 2 minutes. La blessure qui en a résulté a continué à saigner et à faire terriblement mal, ce qui a fait douter le héros de sa capacité à continuer. Tout nageait dans les yeux du héros et sa tête lui faisait mal, ce qui rendait difficile la concentration sur quoi que ce soit. Le héros pensait que c'était la fin pour lui, mais à ce moment-là, le système est intervenu, l'informant qu'une amélioration de la compétence inverse au 2e niveau était disponible. La compétence pourrait être considérablement améliorée, mais le coût de l'amélioration était de 300 points, ce qui représentait une somme importante pour le héros en ce moment. Le nombre actuel de points du héros était de 400. Acheter une capacité maintenant pourrait lui nuire grandement. Mais améliorer les compétences pourrait également aider dans le jeu actuel, car avec ces blessures, le héros ne tiendra pas longtemps et une capacité améliorée est la seule solution gagnante pour le moment. Réalisant qu'il n'avait pas le choix, le héros confirma la mise à jour des compétences à ses propres risques. En plus des améliorations générales, la capacité mise à jour, en esquivant avec succès toutes les attaques, augmentait la vitesse de déplacement du héros pendant 2 minutes. Dès que le système a mis à jour la capacité du héros, il l'a immédiatement activée. Au même instant, la deuxième gargouille volait déjà vers le héros, préparant une nouvelle attaque avec 6 griffes. Grâce à cette capacité, le héros réussit à esquiver toutes les attaques de la créature, prédisant toutes ses attaques à l'avance. Après avoir réussi à esquiver toutes les attaques, comme promis par le système, le héros a reçu un boost temporaire. Le corps du héros commença à paraître très léger, ce qui rendit encore plus facile l'esquive des attaques de la gargouille. Esquivant une autre attaque, le héros se précipita dans la direction opposée à la gargouille, atteignant littéralement l'autre bout de la pièce en un instant. La gargouille grogna de colère et sourit au héros, le regardant avec une haine sincère et un désir de tuer. Le héros comprit qu'à une telle vitesse, il devenait incroyablement facile d'échapper aux créatures, et s'il n'avait pas été blessé,
les créatures n'auraient pas pu le suivre du tout. Le héros a finalement réalisé que le système voulait vraiment l'aider. Donc acquérir des compétences sera désormais toujours une priorité pour lui, même s'il doit y consacrer la plupart de ses points. La gargouille n'a pas renoncé à rattraper le héros et à le traiter le plus cruellement possible. Il ne restait que 40 secondes avant la fin du jeu, le héros et la gargouille continuaient obstinément à rattraper leur retard mortel. La meilleure solution, selon le héros, était simplement de continuer à avancer le plus rapidement possible et d'éviter les attaques ennemies. Ce jeu a montré au héros que ces créatures ne lui font plus peur et qu'il peut passer à autre chose. Le temps était écoulé, la partie était terminée en faveur du héros, comme l'ont annoncé les intervenants dans la salle. Ils ont également rapporté que les principaux objectifs consistant à survivre pendant 5 minutes et à tuer au moins un monstre avaient été atteints avec succès. Pour avoir terminé un jeu 2 étoiles, le héros reçoit une récompense de 500 points de survie. Le héros a dû quitter la pièce et retourner dans la zone publique, après quoi les orateurs se sont tus. Déjà dans la zone commune, le héros s'est assis et a soigné les blessures reçues lors du dernier match. Pensant sa main cassée, le héros a parlé de la récompense qu'il avait reçue pour avoir tué la deuxième gargouille, qu'il ne s'attendait pas du tout à gagner. Une récompense supplémentaire était une carte à double point, qui vous permet d'obtenir une double récompense pour avoir terminé une partie. De plus, à la surprise du héros, les médicaments présents dans l'arène se sont révélés assez bon marché et ne coûtaient que 20 points pour un ensemble assez important. Les réflexions du héros sur le bon marché des médicaments locaux furent interrompues par le grondement de son estomac vide. Le fait qu'il ait très faim n'était pas surprenant, car il n'avait rien mangé du tout depuis hier. En plus de la faim, le héros s'inquiétait également de la question de savoir où disparaissait son ami au dreadlock, car il avait lui-même promis de le rencontrer après le match. Réalisant qu'il ne retrouvera probablement pas son camarade tout seul, le héros remet les médicaments dans l'armoire à pharmacie et décide de s'acheter quelque chose à manger. S'approchant déjà des machines, le héros fut remarqué par un autre joueur qui put le reconnaître. Ce joueur pensait que le héros était extrêmement arrogant, puisqu'il n'apparaissait que dans l'arène et était capable de passer 2 tests à la fois le premier jour. Rassemblant rapidement tous les faits dans sa tête, il supposa que le héros, après avoir remporté 2 jeux en jeu, devrait maintenant avoir beaucoup de points. Le héros se rendit au distributeur automatique pour acheter quelque chose à manger, mais découvrit que la nourriture et l'eau coûtaient beaucoup plus cher que les médicaments et que, de plus, toute la nourriture avait déjà été emportée. Une fois de plus, le héros était convaincu qu'il serait difficile de survivre ici et que, pour son propre bénéfice, il devrait affronter des jeux encore plus difficiles. Demain, il devrait venir ici tôt pour acheter de la nourriture et ne plus avoir faim. Soudain, le joueur s'est approché du héros avec 2 de ses amis, qui venèrent de passer à côté de lui, mais le destinataire ne ressemblait certainement pas à une personne dont on devrait s'attendre à une conversation paisible. Se moquant sournoisement du héros, il lui fit comprendre qu'en venant ici à cette heure-là, il ne pourrait jamais s'acheter de nourriture. Le gars au crâne rasé remarqua que le héros n'avait que 18 ans, et qu'à cet âge, il ne tiendrait certainement pas longtemps ici. Ce à quoi tous les 3 commencèrent à rire bruyamment à l'unisson. En les voyant et en les entendant éclater de rires hystériques, le héros ne trouva rien à leur dire sauf leur demander si tout allait bien pour eux. En entendant ce que disait le héros, le trio se calma un peu et le principal d'entre eux remarqua que le héros était assez colérique. Sortant quelques paquets de cookies, il commença à inviter le personnage principal à les acheter, proposant un paquet de cookies pour 400 points. Le héros a été très surpris par de tels prix, car dans la machine elle-même, on pouvait acheter un paquet pour 80 points. Réalisant que le prix était trop élevé, le héros refusa une offre aussi douteuse. En entendant une telle réponse, le trio se mit à soupirer tristement, s'approchant simultanément du héros, le serrant littéralement. Le héros, réalisant que des ennuis se préparaient pour sa tête, demanda directement ce que voulait le trio. Le chef du trio s'est approché du héros et, en lui passant la main autour du cou, lui a dit qu'il devrait acheter des biscuits pour partir. Et il a également dit que le héros ferait mieux d'être ami avec lui pour que le trio le couvre tous les jours. Selon lui, en jouant 2 jeux par jour, le héros aura suffisamment de points pour lui acheter des cookies. Le héros a compris où les choses allaient et que s'il ne se défendait pas maintenant, ces gars ne le laisseraient jamais derrière. Le chef a soudainement ri, puis a déclaré que si le héros refusait l'achat, il devrait lui casser un membre.
il a continué à exprimer sa prétendue justice, affirmant que le héros était arrogant et ne respectait pas ceux qui étaient plus forts que lui. Il leur était impossible de tuer le héros selon les règles de l'arène, mais infliger des blessures non mortelles dans l'arène n'est pas interdit. Le gars rasé pliait les poings, disant qu'il était temps de battre le héros, puisqu'il n'acceptait pas l'achat, ce à quoi le chef l'arrêta et commença à expliquer la fonction du bracelet comme échange. Il a expliqué qu'en se apportant les bracelets, ils peuvent transférer les points gagnés à un autre joueur. Après quoi, en tapotant la joue du héros, il lui a donné un dernier avertissement. Le héros était irrité par la situation actuelle, et s'il n'y avait qu'un seul tyran, le conflit aurait déjà été résolu. Sans rien dire, le héros leva la main sur laquelle se trouvait un bracelet, et le tyran, voyant cela, commença immédiatement à apporter le sien. Un message est apparu sur le bracelet de l'intimidateur demandant des informations sur l'échange. L'intimidateur, souriant avec arrogance, a félicité le héros, affirmant qu'il avait pris la bonne décision en décidant de donner ses lunettes. Mais avant qu'il ait pu finir de parler, le poing du héros, dont le bracelet n'était même pas actif, s'envola droit vers le sourire arrogant du tyran. Le héros a frappé l'intimidateur avec une telle force que celui-ci, incapable de maintenir son équilibre, est tombé au sol. Après être tombé, le chef était très confus, et au lieu de dire quoi que ce soit, il ne pouvait que cracher le sang qui s'accumulait dans sa bouche. Le héros, debout au-dessus du tyran principal, a clairement expliqué qu'il n'allait pas leur transférer aucun de ses points. Par ses actions, il espérait remonter le moral de ceux qui l'entouraient et décourager ces tyrans de voler les autres, car à quoi bon gagner des points si de tels idiots les enlevaient? À cause de ce qui s'est passé, le principal tyran a complètement perdu la tête, car il voulait maintenant tuer le héros de tout son corps et de son âme. Se levant, il cria que le héros devait être tué immédiatement, après quoi les deux autres tyrans se précipitèrent immédiatement pour exécuter l'ordre, et les spectateurs commencèrent rapidement à affluer vers le combat. Se tenant à l'écart, un gars avec des dreadlocks a vu toute cette scène, mais au lieu d'intervenir dans le conflit, il a décidé de simplement observer. Les intimidateurs volaient déjà vers le héros, mais il ne pensait même pas à être un lâche, car il comprenait que le système ne l'avait clairement pas choisi parce qu'il se dégonflerait pour une telle bagatelle. Quel que soit le nombre de personnes ou de monstres qui attaquent le héros, il croyait qu'il y avait toujours une chance de victoire, ce qu'il prouva par ses actions en renversant l'un des taureaux. Le héros a compris que s'il esquivait simplement, il pourrait se renforcer à l'aide de capacités, mais le grand homme rasé l'a pris par surprise. Il était d'un ordre de grandeur plus fort que les deux autres, et ses coups étaient assez douloureux, même si vous parveniez à les bloquer. Le taureau en bonne santé attrapa le héros par la blessure et, riant triomphalement, dit à ses camarades qu'il était blessé. Il appuya délibérément la blessure du héros avec son doigt, riant d'un air moqueur et profitant du moment. Au même moment, le chef de cette bande ignoble s'apprêtait à attaquer le héros par derrière, levant la main en arrière pour frapper. Le chef frappa le héros dans le dos, le faisant échapper à l'emprise du grand homme rasé et voler sur le côté. D'un tel coup, il s'est écrasé contre le mur avec son dos à toute vitesse. Tout le corps du héros lui faisait mal. La bande fixait le héros assis contre le mur, souriant et grondant dans sa direction, sans oublier de l'insulter de toutes les manières possibles. Le chef a ordonné à ses courtisans d'attraper le héros et de le tenir fermement afin qu'il soit plus facile de lui casser la jambe. Le grand homme se dirigea immédiatement vers le héros, fléchissant simultanément les poings et décidant quelle jambe casser. Le corps du héros avait l'impression de s'effondrer à cause de la douleur et de la fatigue, mais malgré cela, la fréquence cardiaque n'était pas suffisante pour activer la capacité. Le taureau était presque là. Le héros ne pouvait pas croire qu'il était encore aussi faible, mais même si c'était le cas, il ne pouvait pas abandonner. Rassemblant ses forces, le héros sauta devant le taureau rasé, mais il avait déjà levé la jambe pour attaquer. Au même moment, la capacité du héros a été activée. Il a pu voir comment le grand type se cassait la jambe, faisant tomber lourdement le héros au sol. Le héros voyait à l'avance chaque mouvement du taureau, et plus rien ne l'empêchait désormais d'esquiver. Après avoir esquivé, le héros activa le bonus d'amélioration de vitesse et renversa la brute d'un rapide balayage. La brute tomba lourdement au sol, et tandis qu'il volait, le héros parvint à se regrouper et se trouvait déjà juste au-dessus de son adversaire. Un coup précis et le voyou est déjà coincé face contre terre. Et le héros est toujours debout et tient le grand type. Le sol était fissuré à cause de l'impact.
Et le voyou gisait là et ne comprenait sincèrement pas comment le héros était devenu si rapide. Le héros lâcha le voyou et se préparait à attaquer le chef, mais il le devança et, criant que cela ne pouvait pas être le cas, se précipita vers lui. L'intimidateur a tenté de frapper le héros, mais il a réussi à esquiver l'attaque en un instant, frappant l'attaquant avec sa vitesse inhumaine. Après avoir paré le coup, le héros, sans réfléchir à deux fois, contre-attaqua le délinquant en lui donnant un coup de pied en pleine tête. En raison de la vitesse avec laquelle le héros se déplaçait et frappait, l'intimidateur ne pouvait pas esquiver ou parer cette attaque. Il a donc volé lourdement sur le côté et est retombé au sol. L'intimidateur ne comprenait pas comment une petite fille aussi frêle pouvait les abattre tous les trois en même temps, mais incapable de faire autre chose, il s'est simplement allongé sur le sol. Ayant trouvé un peu de force en lui, l'intimidateur a pu se retourner sur le ventre, tandis que le héros regardait l'intimidateur vaincu avec indifférence, mais a rapidement rompu le silence, décidant de rappeler à l'intimidateur ses propres paroles. Le héros se demandait à voix haute quoi faire du délinquant, lui casser la jambe ou lui fracturer le crâne. L'intimidateur était très indigné par ce qui se passait. Il a crié après le héros, l'informant de son immunité, et l'a également menacé en lui disant qu'il ne savait pas avec qui il jouait. L'intimidateur a continué à inonder le héros d'insultes, même lorsqu'il se trouvait dans une position très désavantageuse, vers laquelle le héros s'est approché et a levé sa jambe au-dessus de lui, se préparant à porter le coup final. L'intimidateur, réalisant la situation dans laquelle il se trouvait, a cessé de proférer des insultes et les a remplacées par un appel à être libéré. Le héros a frappé, mais a délibérément manqué, donnant un coup de pied à quelques centimètres de la tête du tyran, qui, couvert de sueur froide, pensait qu'il avait déjà fini. Le héros a directement dit à l'intimidateur que la vengeance ne valait pas la peine de violer les règles, pour lesquelles il pourrait lui-même perdre la vie. Parce que l'intimidateur a demandé beaucoup d'efforts et de temps, le héros a pris ses biscuits, en faisant remarquer que c'était une compensation pour le préjudice qui lui avait été causé. Le gars au dreadlock regardait également toute cette image, étonné de voir à quel point le héros était incroyable. Mais pour sa propre sécurité, il a décidé de ne pas l'appeler pour l'instant. Les spectateurs rassemblés ont été étonnés de voir comment une célébrité locale, avec sa suite, a été vaincue par un nouveau venu, sans aucune crainte de conséquences pour lui-même. Le héros a quitté la pièce et l'intimidateur est resté allongé sur le sol, maudissant le héros et lui promettant de se souvenir de ce qui venait de se passer. Après un certain temps, déjà dans sa cellule, le héros mangeait des biscuits de trophée, pensant à ce qu'il pouvait désormais attendre de ce tyran. Cependant, le héros ne s'en soucia pas pendant longtemps, étant même un peu heureux du résultat. Au même moment, le bracelet sur la main du héros l'informait que sa note en termes de points gagnés avait changé et qu'il avait progressé dans le classement. Le bracelet n'a pas menti. Selon le tableau, le héros a pris la 276e place et au total, il y avait 324 joueurs dans le classement. Ayant découvert à quelle place il se trouvait, le héros s'est intéressé au nombre total de points que possède actuellement la première place. En feuilletant le classement, le héros fut surpris qu'avant même d'atteindre les 100 premiers, il voyait déjà que les joueurs avaient plus de 5000 points, mais que celui qui prenait la première place avait 7720 points. Cependant, cela n'a pas autant surpris le héros que le fait de savoir qui occupait la 3e place du classement. À la 3e place se trouvait un gars qui ressemblait douloureusement à l'intimidateur d'hier, mais de plus, son nom de famille était exactement le même que celui de ce même intimidateur. Diverses pensées ont grandement intrigué le héros. Il a commencé à comprendre ce que voulait dire l'intimidateur lorsqu'il a crié qu'il valait mieux ne pas le déranger. Réalisant que de vaines spéculations n'arrangeront pas la situation, le héros décide qu'il serait préférable de se renseigner maintenant auprès de son ami. Le héros se souvint que son ami au dreadlock vivait dans la cellule du dessous. Alors il descendit, frappa à la porte et demanda à appeler César. Le gars avec des dreadlocks est sorti 1 minute plus tard et a dit au héros qu'il avait vu tout ce qui s'était passé et a également demandé au héros si son foie était normal et comment il se sentait en général. Sans attendre de réponse, le gars au dreadlock a immédiatement dit au héros qu'il était maintenant en grand danger, car la 3e place et l'intimidateur d'hier étaient frères et sœurs, et que la vengeance était déjà une question de temps. Cependant, le héros, sans montrer aucune inquiétude,
a seulement demandé à son ami si ce type était fort, qui a pris la 3e place. Le type au dreadlock confirma les paroles du héros, mais remarqua que c'était le pouvoir entre les mains du 3e endroit qui était la force la plus dangereuse. La situation générale était que les 30 meilleurs joueurs étaient divisés en 3 équipes qui s'affrontaient dans des jeux avancés et détenaient un monopole général sur la nourriture à leur niveau, la vendant aux nouveaux arrivants à des prix gonflés. L'ami a continué en expliquant que c'est grâce à eux que les nouveaux arrivants peuvent survivre et ne pas être tués lors de tests avancés, car les 2 frères trouveront clairement quelque chose de méchant pour le héros. Le fait que le héros ait eu des ennuis avec ses frères a grandement gâché ses plans. Cependant, avant de dire quoi que ce soit, le gars au dreadlock s'est rappelé qu'il n'avait pas joué aujourd'hui. Il a dit au revoir au héros, lui disant enfin de le retrouver s'il y aura d'autres questions pour lui. Après avoir terminé la conversation, le héros y réfléchit et arriva à la conclusion qu'il devait continuer à jouer et devenir numéro 1, afin que personne d'autre ne pense même à le déranger. 3 jours plus tard, le héros se préparait pour le prochain match, et ses colocataires se sont écartés et l'ont regardé silencieusement quitter la pièce. Dès que le héros a quitté la cellule, ses voisins ont immédiatement commencé à chuchoter et à se demander comment il avait pu gagner plus de 2000 points en seulement quelques jours dans l'arène. L'un d'eux a suggéré de ne pas prêter attention au héros et de ne pas le contacter, car cela pourrait leur causer des ennuis. Le héros s'est éloigné de la caméra et a estimé que ce tyran ne le dérangeait plus, ce qui lui semblait étrange, mais pour le moment, il était préoccupé par des choses plus importantes. Pour gagner rapidement des points, le héros s'est forcé à jouer 2 matchs par jour, ce qui l'a considérablement élevé dans le classement et avec 2180 points, il était déjà à la 191e place. L'entraînement à la simulation a grandement aidé le héros en améliorant 16 performances physiques et en lui permettant de réussir l'épreuve principale sans aucune difficulté. Le héros s'inquiétait également de savoir où il se trouvait. Mais comme il n'y avait ni fenêtre ni porte, et que l'heure de la journée n'était que simulée, il était impossible de comprendre. Au cours de son séjour, le héros a pu découvrir qu'en plus des espaces communs et des chambres, il existe une salle de sport et des bains publics, qui ne peuvent être utilisés que pour les points gagnés. La sensation du temps quitta progressivement le héros, car 5 jours s'étaient déjà écoulés depuis son entrée dans l'arène, et seuls les jeux et la croissance l'aidaient à se sentir vivant. En raisonnant, le héros n'a pas remarqué comment il était arrivé à son objectif, à savoir dans la pièce située derrière le jeu de niveau intermédiaire. Une immense porte translucide est apparue devant le héros, sur laquelle étaient représentées des chaînes et le visage souriant d'un démon. Le héros a apporté son bracelet à la porte, après quoi il a immédiatement annoncé qu'il satisfaisait aux exigences du test de niveau intermédiaire et qu'il pouvait aller plus loin. Au même moment, les chaînes de la porte ont commencé à bouger, se dénouant dans différentes directions et disparaissant progressivement avec la porte. Ce test exigeait que les joueurs aient plus de 2000 points pour participer, augmentait considérablement la difficulté, mais leur permettait en retour d'y participer en équipe, et non un à la fois. Le bracelet annonçait également que vous pouviez participer au jeu avec des joueurs aléatoires ou inviter vos amis pour 100 points, dont le héros se souvenait. Le héros a choisi un jeu avec des joueurs aléatoires et a couru plus loin, et le bracelet l'a informé qu'après avoir participé, il devait entrer dans la salle intermédiaire dans les 5 minutes, sinon il lui serait interdit de participer à d'autres jeux pour le reste de la journée. Arrivé au bon endroit, le héros découvrit qu'une seule personne lui était assignée comme allié. En s'approchant, il put examiner cet homme et, à la grande surprise du héros, sa seule alliée se révéla être une jeune fille aux longs cheveux noirs. Et au même moment, dans une autre partie de l'arène, ce même tyran racontait avec colère à son frère ce qui lui était arrivé il y a quelques jours. Bien qu'il ait parlé de ne pas vouloir déranger son frère après avoir joué quelques parties en difficulté élevée, son véritable sentiment à ce moment-là était celui du héros qui, à son avis, avait agi de manière complètement injuste. L'intimidateur a continué à s'en tenir à sa ligne, essayant de prouver à son frère que le héros lui avait fait du mal, mais aussi à son frère, en emportant les biscuits, pour lesquels ils étaient obligés de se venger. Le frère de l'intimidateur a continué à écouter alors qu'il finissait de soulever les poids et s'asseyait, révélant son corps cicatrisé et un tatouage de dragon serpent sur son dos. L'un des hommes de main qui se trouvait à proximité lui donna une serviette
Et, après avoir essuyé la sueur de son visage, il parla à son frère, lui disant qu'il doutait du désir du héros de convoiter ses provisions. Ayant fini de se sécher, il se tourna vers son frère et lui dit qu'il devrait encore apprendre quelques bonnes manières au héros. Dans le même temps, le héros et son allié pour le jeu à venir sous la forme d'une fille inconnue attendaient toujours le début. Le héros se présenta le premier, brisant ainsi le silence gênant qui régnait. Sans se retourner, la jeune fille s'est présentée en réponse, s'appelant Johanna, après quoi elle a immédiatement informé froidement le héros qu'il était temps pour eux de commencer le test. Le héros a été très surpris par la présence de joueuses, ce qu'il lui a dit directement en enlevant la capuche de son sweatshirt. Le partenaire du héros lui dit encore froidement que les hommes et les femmes vivent dans des zones différentes de l'arène et ne se rencontrent que lors d'épreuves intermédiaires et de jeux avancés. La jeune fille a été très surprise par des questions aussi banales du héros, suggérant qu'il venait juste de commencer à jouer et qu'il était complètement inexpérimenté. Les deux joueurs ont reçu une notification sur leur bracelet concernant la nécessité de confirmer le début du jeu. Dans le même temps, le héros pensait qu'il était impossible de deviner la force d'un allié aléatoire, mais que les filles capables de survivre dans de telles conditions devraient le faire, ne soient certainement pas faibles. Après avoir confirmé le jeu, la jeune fille l'a commencé, comme le rapporte son bracelet. La porte s'est ouverte et, debout à l'entrée même, la jeune fille s'est tournée vers le héros, lui demandant de ne pas gêner, après quoi ils sont entrés et le système a confirmé leur participation au jeu. La pièce à l'intérieur était complètement différente de celle que le héros avait jamais vue et était une pièce de style traditionnel, où les murs et la décoration de la pièce étaient en bois, plutôt qu'en métal et en béton habituel. Après avoir marché un peu plus loin, le héros et son compagnon ont pu voir avec quoi ils auraient à se battre dans ce jeu. 3 personnages sont apparus devant eux, des silhouettes rappelant des personnes, mais 2 d'entre eux étaient beaucoup plus grands que les gens et il était clairement visible qu'il s'agissait de 2 mannequins recouverts de tôle, et le troisième était presque la moitié de la taille d'une personne ordinaire, mais vêtu d'une robe qui cache complètement le corps, avec le symbole de l'entreprise déjà familier au héros sur la cape. Cette figure se tenait silencieusement au centre, entre 2 mannequins, dos aux joueurs. Cependant, si vous regardez bien, vous pouvez voir que de fins fils rouges en sortèrent, se reliant à tous les membres des poupées. Le monstre s'est retourné et un visage est apparu devant les joueurs, qui ressemblait davantage à un masque rouge en forme de crâne, avec des rangées acérées de dents informes, et des orbites, au lieu des yeux, dépassaient des pinceaux, d'où sortaient des lignes venues. La jeune fille remarqua d'un ton calme que la créature ressemblait définitivement à une marionnette. Il n'y avait aucune trace de peur devant la créature sur son visage. La marionnette s'inclinait devant les joueurs, les invitant à commencer le jeu. Les mannequins à proximité se tenaient dans des poses plus menaçantes, montrant qu'ils étaient prêts au combat. Le héros fut surpris par ce comportement des monstres, mais la jeune fille lui expliqua rapidement que jusqu'au début du jeu, ils n'attaquèrent pas. Une annonce a été faite concernant 1 minute de préparation pour le jeu. Les joueurs devaient relever un défi d'une étoile de difficulté moyenne, dont le but était de capturer l'objet sur la ceinture du marionnettiste en 20 minutes. La récompense du jeu était égale à 1000 points par personne. Une condition spéciale était de retirer l'une des 2 poupées de la ceinture du marionnettiste, mais une seule était correcte, et une pénalité aléatoire était imposée si la mauvaise était prise. Après cette annonce, le compte à rebours a immédiatement commencé. Le héros a été surpris par l'état inexact de la tâche, car il n'y avait aucun signe permettant de distinguer la bonne poupée de la mauvaise, ce à quoi la jeune fille a seulement dit qu'elle devait d'abord rapprochez-vous du marionnettiste et comprenez-le ensuite seulement. Dès la fin du compte à rebours, les mannequins se sont précipités sur les joueurs à une vitesse vertigineuse, dégainant les lames de leurs épées. Le héros avertit la jeune fille de faire attention, et elle s'enfuit à son tour, criant au héros son intention de distraire les mannequins. Un mannequin avec une longue épée se tourna vers le héros, mais au dernier moment, il réussit à éviter l'attaque et à esquiver. L'épée frappa le sol avec un rugissement, l'écrasant et dispersant des fragments dans différentes directions, dont l'un endommagea les vêtements du héros et laissa une égratignure irrégulière sur son bras. Le héros a dit à haute voix qu'il n'aimait pas du tout cette situation, mais pour le moment, il n'avait pas le temps de s'indigner. Mais il devait éviter les attaques, sinon il en aurait fini. La jeune fille a rencontré un mannequin armé d'épées tranchantes à une main,
avec lesquels il a coupé l'air autour d'elle de manière chaotique. L'un des coups la rattrapa presque, mais ne coupa qu'une petite touffe de cheveux. Les monstres furent plus rapides que prévu. Après avoir coordonné, le mannequin a porté un coup tranchant avec les 2 épées, que la jeune fille a adroitement esquivé en sautant par-dessus. Le héros a également continué à échapper au mannequin avec une longue épée, avec laquelle il a coupé de manière chaotique tout ce qui se présentait sur son chemin. En évitant les coups, le héros a continué à réfléchir à la manière de se débarrasser des marionnettes, car celles-ci les empêchaient de se rendre jusqu'au marionnettiste pour récupérer la poupée à sa ceinture. Le cœur du héros battait à tout rompre à cause de la peur et du stress. La situation semblait dans une impasse. Il ne savait pas ce qu'il pouvait bien faire. Ce qui a attiré l'attention du héros, c'est la scène de la jeune fille esquivant le mannequin en sautant, ce qui l'a beaucoup impressionné, car elle était vraiment douée dans ce jeu. Le marionnettiste n'a pas été distrait de la bataille une seconde, et extérieurement, il semblait qu'il appréciait vraiment ce qui se passait. Le mannequin aux 2 épées s'est rapidement regroupé et s'apprêtait déjà à frapper la jeune fille, qui était toujours en l'air. Le mannequin sauta vers elle et s'apprêtait déjà à la transpercer avec ses 2 épées. Il semblait que leur jeu était sur le point de se terminer. Au dernier moment, la jeune fille réussit à esquiver et les épées s'enfoncèrent dans le sol à côté d'elle. Après avoir esquivé avec succès, le marionnettiste était clairement devant la jeune fille et rien ne les séparait. Alors elle a décidé d'arracher la précieuse poupée de sa ceinture. Le héros remarqua qu'elle s'apprêtait à se précipiter vers le marionnettiste. Alors il commença à s'inquiéter beaucoup, car elle pouvait facilement se tromper en lui arrachant la mauvaise poupée. S'arrêtant d'hésiter, la jeune fille se précipita vers le marionnettiste, décidant au fur et à mesure laquelle des poupées elle devait saisir. Elle a rapidement réduit la distance jusqu'à la cible, et le marionnettiste, à son tour, n'a même pas pensé à se déplacer sur le côté et est resté simplement immobile. Elle s'est approchée suffisamment pour pouvoir examiner le marionnettiste plus attentivement, mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'était pas clair laquelle des poupées à sa ceinture était la bonne. Le héros était très inquiet du fait que le marionnettiste s'approchait si facilement de lui qu'il lui semblait que quelque chose n'allait clairement pas. Pendant un instant, il sembla au héros que les fils se desserraient un peu et se resserraient à nouveau, provoquant des contractions anormales de la marionnette à 2 épées. Sentant que quelque chose n'allait absolument pas, le héros cria à la jeune fille d'être prudente, car le marionnettiste préparait une nouvelle attaque à leur insu. La jeune fille a répondu et a également remarqué les mouvements peu naturels de la marionnette qu'elle venait de fuir. L'instant suivant, la marionnette se brisa en plusieurs parties et, à une vitesse vertigineuse, ses parties supérieures volèrent vers la jeune fille. La jeune fille fut choquée que les marionnettes puissent se séparer, mais n'ayant pas le temps de bien comprendre la situation, elle commença à se retourner pour faire face aux pièces qui volèrent vers elle. Elle retira rapidement le sweatshirt noué de sa ceinture et le plaça devant elle, se protégeant du coup d'épée volant sur elle. En enroulant le sweat à capuche autour de l'épée, elle a pu dévier le coup de la marionnette sur le côté sans subir de dégâts. Son sweatshirt a été déchiré en lambeaux à cause d'un tel coup, et les 2 autres parties de la marionnette se préparaient déjà à attaquer après, augmentant l'intensité et le rythme de la bataille. L'autre partie avec la 2e épée se précipita sur la jeune fille tout aussi rapidement, se préparant à attaquer avec un autre coup tranchant. La marionnette a survolé la jeune fille, aspergeant du sang et frappant le sol avec la lame de son épée. Le héros a vu toute cette image et, bien qu'il s'inquiétait pour son partenaire d'infortune, il ne pouvait en aucun cas l'aider, car il se trouvait lui-même dans une situation dangereuse. La jeune fille a clairement eu de la chance, car la lame est passée tangentiellement sans toucher les organes ou les membres vitaux, coupant seulement ses vêtements et laissant une blessure profonde. La main de la marionnette, qui avait déchiré le sweatshirt de la jeune fille, se contracta et s'apprêtait à porter un coup fatal. Le héros remarqua ce mouvement et comprit que s'il n'intervenait pas, alors son partenaire affronterait désormais la fin. La main jaillit instantanément en direction de la jeune fille, poussant la lame vers l'avant dans le désir de porter le coup final. La jeune fille était toujours assise sur le sol, incapable d'esquiver. Même si la blessure n'était pas mortelle, il lui était difficile de bouger à cause de la douleur brûlante et du choc. Heureusement pour elle, le héros allait tout à fait bien. Alors il a couru dans la main, la frappant dans la direction opposée, sauvant ainsi la jeune fille. La main s'envola vers le marionnettiste et le torse de la marionnette démonté. Et le héros, se tournant vers la jeune fille, lui demanda si elle pouvait tenir encore un peu.
Elle hocha la tête et après avoir pu reprendre ses esprits, elle se leva et tourna silencieusement le dos au héros. Il restait 14 minutes avant la fin du jeu. La marionnette s'est repliée et, avec la seconde, elles ont entouré le héros et la jeune fille, ne leur laissant aucun espace pour se retirer. La jeune fille a remercié le héros de l'avoir prévenue. Sans lui, elle serait probablement déjà morte. Le héros n'a pas répondu à cette gratitude, mais a déclaré qu'il avait des projets et a remarqué que le marionnettiste lui-même, contrairement aux marionnettes, n'était pas fort physiquement. Il a également noté que le jeu était clairement conçu pour deux, il était donc dans son intérêt que la fille soit vivante et capable. La jeune fille a crié pour avertir le héros, car l'une des marionnettes leur avait lancé ses épées. Les couteaux passèrent et, touchant presque les joueurs, la jeune fille se tourna vers le héros, essayant de comprendre ce qu'il devait faire pour gagner. Le plan du héros était de retourner les épées des marionnettes contre le marionnettiste et de couper ses ficelles, le désarmant ainsi complètement. La jeune fille n'était pas ravie du plan, auquel elle remarqua sarcastiquement que les marionnettes n'étaient pas pressées de les aider. Ce à quoi le héros lui dit simplement de faire courir la marionnette à deux épées vers la gauche. Le héros mènera l'autre marionnette sur les ficelles, afin qu'au bon moment, elle puisse couper les ficelles avec une épée. Après avoir traité une marionnette, ils devront courir après la poupée, car la marionnette restante ne les gênera pas. Après avoir exprimé son plan, le héros esquiva l'attaque de la marionnette et courut vers la deuxième marionnette, attirant la première. Après avoir évité un autre coup, le héros a crié à la jeune fille de se figer pendant quelques secondes, car il ne pouvait pas permettre à la marionnette de se séparer. Le héros rapprochait de plus en plus la distance, et la deuxième marionnette se précipitait sans réfléchir après lui, préparant sa longue épée pour une attaque. Ayant atteint les fils, le héros sauta par-dessus et la marionnette qui le poursuivait le frappa. Le coup n'atteignit pas le héros, mais coupa les fils en deux, rompant ainsi le lien entre l'une des marionnettes et le marionnettiste. Ayant perdu le contact avec le marionnettiste, la marionnette s'effondra avec un rugissement aux pieds de la jeune fille, qui ne croyait pas que leur plan avait fonctionné. Le héros a continué à éviter d'être frappé par la marionnette toujours en mouvement et a rappelé à son partenaire qu'il devait toujours récupérer la poupée tant qu'il le pouvait. Évitant toutes les attaques de la marionnette, le héros a pu s'approcher suffisamment du marionnettiste lui-même pour arracher la poupée de sa ceinture. Le héros attrapa la ceinture du marionnettiste avec impatience pour arracher le jouet et terminer le test, mais il fut immédiatement arrêté. La marionnette qu'ils venèrent de vaincre lui transperça l'épaule droite. Le héros fut choqué de la rapidité avec laquelle les fils furent restaurés. Bien que le héros ait été arrêté par la marionnette, la jeune fille, à ce moment-là, était déjà capable de contourner le marionnettiste et se préparait à l'attaquer par derrière. Pour l'aider, le héros attrapa la plus grande marionnette et essaya de toutes ses forces de ne pas la laisser s'échapper, criant à la jeune fille de se dépêcher. Le torse de la deuxième marionnette se précipita vers la jeune fille, qui tendait déjà la main vers le marionnettiste, qui tentait avec zèle d'échapper à son emprise. Après avoir fait le dernier coup, la jeune fille a finalement arraché le jouet avec la lettre B de la ceinture du marionnettiste, après quoi tout le monde s'est figé. Les marionnettes et les joueurs se sont figés, mais au lieu de crier victoire, les haut-parleurs ont annoncé que la jeune fille s'était trompée de jouet. La jeune fille s'est levée et a regardé le jouet, qui brillait en rouge, mais le système a continué la notification et a signalé que, en guise de punition pour avoir pris le mauvais objet, le jouet dans ses mains était sur le point d'exploser. Le système a continué et a déclaré que le héros avait deux choix. Continuer le jeu et, en cas de succès, sauver tout le monde et gagner 1000 points. Et en cas d'échec, exploser ou quitter le jeu, condamnant la fille à une mort certaine. Le héros était perplexe et commença à peser toutes les options et à deviner dans quelles conditions elle se trouvait. La fille ne pouvait pas jeter la poupée. Elle lui collait littéralement à la main, mais le système indiquait toujours que le héros devait faire un choix. Le héros ne voulait pas condamner la jeune fille à mort. De plus, s'échapper signifiait pour lui une très grosse perte de points. Mais il ne voulait pas vraiment risquer sa vie pour 1000 points. Un sérieux avantage était qu'il ne restait qu'une seule poupée et qu'il ne devrait pas y avoir d'amende supplémentaire. Cependant, un autre facteur négatif était que les cordes des marionnettes étaient cratoides et restaurées trop rapidement, de sorte qu'il était impossible de se fier pleinement au plan de les couper. Les blessures ralentissaient considérablement le héros, de sorte que les chances de victoire étaient de plus en plus inclinées vers 0. Après avoir pesé le pour et le contre,
Le héros est néanmoins parvenu à la conclusion qu'il valait mieux essayer une autre fois et terminer la partie. Réalisant ce que le héros allait faire, la jeune fille lui demanda de l'attendre et lui proposa son atout, qu'elle gardait pour la fin sous la forme d'une carte bonus. Elle a attiré l'attention sur le fait que le héros avait très probablement déjà rencontré des bonus cachés, donc s'il continuait, elle lui donnerait cette carte, avec laquelle il pourrait terminer des donjons encore plus difficiles. Pour le prouver, elle a ouvert une fenêtre dans son bracelet, révélant qu'elle avait effectivement le bonus de pouvoir acheter une arme à feu. La tentation du héros de rester et de continuer à jouer est devenue sensiblement plus grande, car de tels bonus sont évidemment très difficiles à trouver. Mais même si la tentation était grande, le risque d'explosion subsistait, ce dont le héros informa la jeune fille. Cependant, afin de le convaincre définitivement de rester, elle lui proposa de faire n'importe quoi pour lui s'il restait. Le système répétait sans cesse que le héros devait faire un choix, mais après avoir décidé de ce dont il avait besoin, le héros lui demandait 500 points après avoir terminé la partie. Il était tout à fait sérieux dans ses intentions. Alors il a prévenu la jeune fille que si elle ne lui donnait pas ces points, elle le regretterait grandement. La réponse qu'elle entendit plut beaucoup à la jeune fille, et elle répéta encore une fois qu'elle était prête à donner au héros tout ce qu'il voulait s'il restait. Le plan ultérieur de la jeune fille était de capturer l'une des épées des marionnettes et de l'utiliser davantage contre elle. Mais maintenant, au lieu de couper les fils, ils s'attaquent aux mains du marionnettiste, car les fils vont se rétablir trop vite. Se débarrasser des mains du marionnettiste garantissait que les marionnettes ne constitueraient plus une menace et qu'elles pourraient gagner. La vie de la jeune fille était en jeu et elle était prête à tout pour gagner et survivre. Après avoir accepté le plan, le héros a confirmé la suite du jeu, à la suite de quoi un chronomètre de 3 minutes a été lancé, après quoi la pièce entière était censée exploser. 3 minutes, c'était très peu de temps pour un tel test. Et en plus, le marionnettiste avait définitivement changé de tactique. Il serait donc désormais très difficile d'esquiver. Les marionnettes recouvraient le marionnettiste, montrant ainsi qu'elles vont désormais se défendre plutôt que d'attaquer, ce qui complique grandement la tâche du héros et de son partenaire. La jeune fille doutait de ce plan, car si elle ne parvenait pas à retirer le couteau de la marionnette, il s'installerait tout simplement et mourrait. En réponse à cela, le héros s'est tourné vers une lampe à proximité et, si le plan principal échouait, a proposé d'y mettre le feu avec une torche de cette lampe. Le héros a dit à la jeune fille de reprendre le flambeau, et si tout ne se passe pas comme prévu, ils auront le temps de réagir. Après avoir terminé la discussion, les joueurs se sont précipités dans des directions différentes. La jeune fille s'est précipitée vers le flambeau, et le héros s'est précipité, se préparant à attaquer la marionnette. Le cœur du héros battait à tout rompre. La marionnette se précipita sur lui, levant son épée au-dessus de lui pour un coup puissant. Mais cette fois, le héros n'allait pas esquiver l'attaque, mais la frapper en premier. Il sauta directement sur la marionnette et d'un puissant coup de genou, fut capable de la diviser en 3. Le cœur du héros battait à tout rompre et avait déjà atteint la vitesse requise. Il activa donc immédiatement la compétence. Il voyait à l'avance toutes les attaques possibles de la marionnette et pouvait facilement prédire ses actions ultérieures. La marionnette frappa avec toutes ses parties à la fois, mais le héros évita toutes les attaques sans subir de dégâts. L'épée de la marionnette était sur le point de couper ses propres fils, mais la marionnette a quand même réussi à s'arrêter et à éviter une coupure inutile. L'autre membre s'envola, se préparant à porter un autre coup au héros, mais c'était exactement ce dont il avait besoin. Le héros a crié à la jeune fille de courir vers lui, dès qu'elle pourrait récupérer le flambeau. Une fille avec une torche à la main attendait l'ordre nécessaire pour apporter son soutien au héros. En entendant les paroles du héros, elle se précipita avec la torche dans sa direction, ce à quoi la marionnette avec une grande épée réagit et se précipita également pour l'attaquer. Esquivant l'attaque, elle lança la torche de toutes ses forces vers les fils qui reliaient les épées de l'autre marionnette et du marionnettiste. La torche roula sur le sol et s'arrêta exactement au niveau des fils, y mettant le feu et immobilisant l'un des bras de la marionnette. Sans perdre de temps, le héros attrapa cette main et en arracha l'épée. Au même moment, la condition de son habileté était remplie, d'où il reçut un bonus de vitesse pendant 2 minutes. Se préparant à une contre-attaque, le héros a demandé à la jeune fille de tenir la marionnette avec une grande épée pendant qu'il s'occupait du marionnettiste. Le héros s'est précipité vers le marionnettiste avec une vitesse incroyable, ce qui a surpris la jeune fille,
car jusqu'à présent, il se déplaçait sensiblement plus lentement. La marionnette, à qui il manquait un bras, tenta d'attaquer le héros, mais avec un seul bras, elle le fit de manière très incertaine. Outre la maladresse de la marionnette, elle était également gênée par la vitesse énorme du héros, qui était déjà entré dans son dos et se balançait pour porter un coup fatal. D'un seul coup, le héros coupait le corps de la marionnette dans le sens de la longueur, détruisant ainsi complètement cette partie du corps de la marionnette. Au même instant, un des fils du marionnettiste revint récupérer l'épée et l'utiliser contre le héros. Le fil était très résistant et il était impossible de le déchirer simplement avec les mains. La marionnette, avec une longue épée, oubliant complètement la jeune fille, se précipita vers le héros, se préparant à l'attaquer. À grande vitesse, elle s'est envolée vers le héros, jusqu'à ce qu'il ne puisse normalement plus manier l'épée, afin de terminer la bataille d'un seul coup. Le héros ne savait pas quoi faire dans cette situation, donc après avoir analysé toutes les options possibles, il allait lancer l'épée. Cependant, sans avoir le temps de prendre une décision, la jeune fille a attaqué la marionnette, qui l'a grandement dérouté, donnant au héros une chance d'attaquer le marionnettiste. Le héros saisit l'occasion et coupa le fil qui tirait l'épée, après quoi il se précipita immédiatement vers le marionnettiste. Presque instantanément, il se retrouva directement devant le marionnettiste, se préparant à lui porter le coup décisif. Un coup rapide de l'épée et les membres coupés du marionnettiste volaient déjà dans la direction opposée. La deuxième marionnette est tombée avec fracas, et le temps sur la minuterie s'est figé à 21 secondes. La jeune fille s'est figée d'inquiétude, regardant le héros. Le héros se tenait à côté du cadavre du marionnettiste, levant triomphalement le jouet en l'air, indiquant que le jeu était terminé en sa faveur, ce qui fut confirmé par une voix mécanique provenant des haut-parleurs. Ils ont gagné et gagné 1000 points chacun, mais aussi, le héros n'a pas oublié de rappeler leur accord à son partenaire. Elle, à son tour, était très heureuse qu'ils aient survécu et pu gagner, informant simultanément qu'elle donnerait ce qu'elle avait promis et partagerait en même temps des informations sur le lien entre la carte d'armes et le jeu avancé. Au même moment, des joueurs de haut rang se préparaient pour un match avancé dans le gymnase Arena. Un de ses subordonnés est arrivé au 3e endroit pour recevoir de lui une tâche pour laquelle lui-même n'a pas le temps en ce moment. Il a dit qu'ils allaient à un jeu avancé et a demandé si le subordonné savait pourquoi il n'était pas emmené avec eux. Sans trop réfléchir, le subordonné a supposé que la raison était la récente bagarre du frère de 3e place et le volume de ses cookies. Le 3e a confirmé l'hypothèse du subordonné et a précisé que sans lui, son frère n'était rien et ne pouvait qu'avoir des ennuis tous les jours. Mais même si tel était le cas, il était toujours son frère. Afin d'éviter ceux qui arrivent à son frère à l'avenir et de préserver sa dignité, il devait se débarrasser du héros, sinon il continuerait à être ignoré. Sans hésitation, le subordonné, qui était Chuck, le 7e joueur classé, a accepté de terminer la tâche. Tous dans la même pièce où le héros avait failli s'envoler avec sa nouvelle connaissance, ils concluaient désormais paisiblement l'accord l'un devant l'autre. La jeune fille a expliqué au héros comment fonctionne le système d'échange et pourquoi les échanges prennent autant de temps et comportent autant d'étapes, lui demandant également s'il cachait son pouvoir. Le héros répondit que ce n'était pas tout à fait vrai, et avant de poser d'autres questions, lui rappela la carte d'armes qu'elle lui avait promise. En réponse, la jeune fille a seulement gonflé ses joues, se plaignant qu'elle n'aimait pas la retirer à moins que la situation ne l'exige, mais le héros a continué à la bombarder de questions, lui demandant maintenant comment cette carte est connectée au jeu avancé. La jeune fille a continué son explication. Elle a dit que les armes n'étaient pas accessibles au public à ce niveau. Beaucoup ont essayé de les trouver ici, mais sans succès. Quelqu'un a réussi à prendre des armes à des monstres, mais selon les règles de l'arène, il est interdit de les sortir de la pièce. Après que la jeune fille ait pu obtenir la carte, elle a découvert que l'arme avait toujours été présente dans les jeux avancés, mais la plupart ne le savaient pas, et seuls quelques privilégiés y avaient accès. Après avoir terminé l'explication, la jeune fille a proposé de coopérer à l'avenir et de faire équipe pour jouer à des jeux ensemble, car elle connaissait beaucoup d'informations utiles au héros. Le héros accepta cet arrangement, après quoi ils se dirent au revoir et se rendirent dans leurs bâtiments d'arène respectifs. Lors de l'épreuve intermédiaire, le héros a été durement battu et au niveau actuel de ses compétences, il lui sera difficile de jouer 2 épreuves par jour. Cependant, ce n'était pas ce qui inquiétait le héros maintenant, mais à quel point l'attention des autres était concentrée sur lui en ce moment.
Dès que le héros quitta la salle de jeu, un autre joueur le suivit. Il le suivit lentement, réduisant progressivement la distance, et en même temps ne se laissant pas détecter. S'étant suffisamment approché, il salua bruyamment le héros, après quoi il commença à l'étouffer jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Le héros s'est réveillé déjà suspendu à des chaînes dans le gymnase, après avoir été aspergé d'un seau d'eau froide. En ouvrant les yeux, il vit que devant lui apparaissait le tyran qu'il connaissait déjà et un nombre encore plus grand de SE subordonnés qu'auparavant. Le héros croyait s'être fait prendre parce qu'il n'avait pas fait assez attention après avoir quitté le jeu. C'est pourquoi il était maintenant pendu, entouré de cette bande de tyrans. Le 7e s'est tenu à l'écart et a déclaré qu'il surestimait le héros et le considérait comme plus influent, compte tenu de sa renommée et de son arrogance, car le héros ne l'avait jamais remarqué lorsqu'il le suivait après l'épreuve. Réalisant qu'il n'avait plus rien à faire ici, le 7e quitta le gymnase, signalant finalement que le héros était désormais entièrement à la disposition des tyrans. Le héros a continué à s'accrocher à la chaîne, mais a compris qu'il devait d'une manière ou d'une autre sortir de cette situation. Le chef a regardé le héros et a déclaré qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles le héros était capable de surmonter l'épreuve intermédiaire et d'accumuler rapidement des points, ce qui lui faisait paraître pathétique dans sa situation actuelle. Le héros lui répondit qu'il était si pitoyable que sans l'aide de quelqu'un d'autre, il ne pourrait pas trouver le héros et le découvrir personnellement. L'intimidateur est immédiatement devenu furieux et se préparait déjà à attaquer ceux dont le héros avait besoin de lui. L'intimidateur s'est balancé et était sur le point de frapper, mais le héros a réussi à lui donner un coup de pied plus tôt, ce qui a fait chanceler l'intimidateur. Ce coup a grandement irrité l'intimidateur, et il a appelé ses serviteurs pour tenir le héros. Mais au même moment, il a enroulé ses jambes autour du cou de l'intimidateur et l'a attrapé. Le héros serra fermement ses jambes autour du cou du chef, après quoi il menaça tout le monde autour de lui de l'étrangler s'il s'approchait Croussas, ne serait-ce qu'un pas. Il a demandé à être libéré des chaînes, tout en serrant de plus en plus fort ses jambes, ce qui a fait rougir les yeux du chef, et il a progressivement commencé à perdre connaissance. Les subordonnés ne savaient pas quoi faire, alors ils regardaient simplement ce qui se passait. À l'insu du héros, le chef a donné un signal que ses subordonnés ont pu remarquer et comprendre. L'un des subordonnés grimpa jusqu'à la chaîne d'attache et, au compte de 3, s'apprêtait à décrocher le personnage principal. Le héros comprit qu'il ne le laisserait pas partir si facilement. C'est pourquoi, dès qu'il sauta à terre et enleva rapidement ses chaînes, il captura à nouveau le chef avec eux. Il continua à tenir la chaîne autour du cou du tyran, se souvenant qu'il avait déjà essayé de paralyser le héros à 2 reprises et qu'il ne pouvait pas le laisser partir aussi facilement. Les subordonnés entourèrent le héros, attendant le moment le plus avantageux pour attaquer, tandis que le chef continuait de lancer des menaces contre le héros. Le héros a dit au chef directement à l'oreille qu'il voulait juste participer au jeu et que tout le blâme pour ceux qui se passaient incombait uniquement à eux. Il était impossible de permettre à cet idiot d'interférer encore et encore avec le héros. Il était donc clairement nécessaire de faire quelque chose avec lui. Au même instant, un de ses subordonnés, armé d'une barre, se précipita par derrière sur le héros. Le héros a repoussé l'intimidateur et s'est esquivé, à la suite de quoi le vautour n'a heurté le sol qu'avec un bruit fort. L'intimidateur a couru sur le côté et a promis à celui qui aurait attrapé le héros de donner 3 paquets de biscuits en récompense. L'intimidateur avec la barre a continué à la balancer, essayant d'une manière ou d'une autre de frapper le héros. Esquivant une autre attaque chaotique avec un vautour, le héros frappa le délinquant avec son poing. Le coup a touché la poitrine de l'intimidateur, lui cassant plusieurs côtes et l'assommant. Sans avoir le temps de réagir, le héros reçut un coup à la tête avec un vautour d'un autre tyran qui attaqua le héros alors qu'il en combattait un autre. Le vautour a coupé la peau de la tête du héros, le faisant saigner. Mais il n'a pas perdu la tête et, à l'aide de la chaîne à laquelle il venait de s'accrocher, a frappé le délinquant en plein visage. Le 3e tyran a également balancé la barre vers le héros, mais il a réussi à éviter le coup et à esquiver. Le héros a sauté en arrière pour éviter un coup fatal, qui a surpris un tyran, et le second était à genoux et s'est couvert le visage avec ses paumes à cause de la douleur. Il y avait trop d'adversaires et le héros sentait qu'il ne pouvait pas faire face à la situation, mais s'il voulait devenir le meilleur, il devait alors apprendre à y faire face. Le cœur du héros battait assez vite et il activa donc sa capacité,
après quoi il se lança dans une attaque frontale. Grâce à ses capacités, il voyait les mouvements de tous les ennemis qu'il remarquait et n'avait aucun problème à éviter leurs attaques et contre-attaques. Tel l'éclair, il évitait les attaques et assommait un à un ses adversaires à coups précis. Bien que le gang ait été vaincu, le chef était toujours capable de pénétrer dans l'angle mort du héros et de l'attaquer avec un projectile d'haltère qui lui tombait sous la main. Le coup a touché la jambe du héros. La douleur s'est propagée de sa jambe à tout son corps, mais dans le feu de la bataille, il a pu la supprimer. La rage submergea le héros, remplissant ses yeux de sang et lui permettant d'ignorer la douleur de ses blessures. Hurlant de colère, il attrapa le leader par les cheveux, puis lui frappa le visage avec une force énorme, l'assommant. Le héros se tenait au-dessus du corps sans vie du tyran, criant dans sa direction que c'était lui qui avait fait de son mieux pour le paralyser. Il regarda l'intimidateur avec haine. Il se souvint de ses propres paroles selon lesquelles le héros ne pouvait pas survivre et qu'il devait donc se couvrir le dos. Au même moment, le héros a réussi à remarquer l'un des serviteurs récupérés, qui a de nouveau attaqué avec la barre de la barre, mais le héros a pu arrêter ce coup d'une seule main. Le héros a regardé ce flagorneur avec haine, lui demandant en même temps pourquoi il voulait tant mourir. Mais le gars lui-même a crié à ses hommes d'emmener le chef. Le gars a été interrompu au milieu de sa phrase, parce que le héros l'a frappé à la tête avec des haltères, le faisant s'effondrer au sol, inconscient. L'un des serviteurs a attrapé le chef et s'est précipité pour s'enfuir, criant à quel point il était un terrible héros. Le héros essaya de l'arrêter, mais une douleur terrible irradiait dans tout le corps du héros, l'empêchant de faire ne serait-ce qu'un pas. Dans la douleur, le héros s'est effondré au sol, après quoi il a découvert que sa jambe était cassée, et il était surprenant de voir comment il pouvait encore non seulement bouger, mais même simplement se tenir debout. Mais surtout, il ne comprenait pas comment il pouvait avancer. Un tel état. Au bout d'un moment, dans la pièce où vivait le héros, deux de ses voisins se préparaient mentalement à aller participer à des jeux, ce qui ne convenait pas à l'un d'eux. L'autre se contenta de l'injurier en réponse à ses plaintes, lui disant grossièrement de se taire, après quoi la porte de la pièce s'ouvrit bruyamment. C'était un héros qui, avec une jambe cassée, a réussi à se rendre dans la pièce. Le gars qui était le plus agressif sourit au héros, voulant l'attaquer, mais l'autre l'arrêta, lui conseillant de ne pas s'attirer des ennuis inutiles. Acquiesçant silencieusement, le type agressif quitta la pièce en disant à quel point il n'avait pas de chance de vivre avec le héros, et le second partit après lui. Le héros s'assit par terre et réfléchit silencieusement à ce qu'il devait faire ensuite, car avec une jambe cassée, il ne pourrait pas participer au jeu et son équilibre ne suffirait pas pendant longtemps, car chaque jour, il lui faudrait payer 500 points pour inaction. De colère, le héros a frappé le sol avec son poing, ne comprenant pas comment il avait réussi à arriver ici. Son esprit lui revint au bon souvenir de sa sœur, qui était toujours à l'hôpital et avait besoin de son aide. Il s'en voulait d'être si gourmand, c'est pourquoi il s'est retrouvé ici dans l'arène, mais il a aussi vu le positif de la situation actuelle, car sa carte bancaire est restée chez sa sœur, ainsi que le bonus qu'il avait gagné en jouant à chat avec un inconnu avant d'arriver ici. Cela aurait dû suffire à payer les services médicaux, mais le héros ne comprenait toujours pas pourquoi il était si insatisfait, car il avait enfin de l'espoir. À ce moment-là, le héros s'est souvenu de son premier match, lorsqu'il s'était battu avec des gargouilles et qu'elles lui avaient cassé les doigts, mais à la fin, il s'est avéré complètement vivant et en bonne santé. Même si des situations similaires ne se sont plus reproduites, ce souvenir a donné l'espoir que tout n'était pas perdu et qu'il y avait de l'espoir. Le héros a décidé de vérifier les messages et les alertes du système, où il a appris que de nouveaux pouvoirs du système étaient à sa disposition, sur lesquels il a immédiatement voulu en savoir plus. Le système a informé le héros qu'une fonction telle qu'un centre commercial pour débutants avait été ouverte. Après avoir rapidement tout pesé, le héros se rendit compte que le magasin ouvrait dès que le héros avait accumulé le nombre de points requis. En examinant les fonctionnalités du centre commercial, le héros a découvert que toutes les fonctionnalités n'étaient pas disponibles, mais que ceux qui étaient disponibles ne semblaient pas moins utiles. En cherchant quelque chose qui pourrait aider le héros en ce moment, il est tombé sur la section de récupération physique, où il a pu trouver un médicament pour 1000 points qui pourrait guérir des blessures graves en 6 heures. Avec quelques doutes, le héros décide néanmoins d'acheter la capsule, car s'il n'essayait pas, il ne saurait pas si cela fonctionnait. Immédiatement après l'achat, une petite capsule est apparue dans la paume du héros.
Elle avait l'air inhabituelle et semblait émettre une petite lueur écarlate. Espérant que le système lui aurait fourni une panacée pour sa fracture, le héros a avalé la pilule en entier. On ne sait pas exactement ce qui a affecté le héros, les médicaments ou la fatigue générale. Mais après avoir pris la mystérieuse pilule, il s'est immédiatement endormi. Quelque part dans une autre pièce de l'arène, le tyran et ses serviteurs pansèrent leurs blessures. Le leader s'est assis et a rappelé fièrement à quoi ressemblait la jambe du personnage principal après l'avoir frappé. L'un des chanteurs a confirmé ses propos en racontant comment il avait vu le héros se traîner dans la pièce comme un chien battu, après quoi il a rappelé au chef l'accord sur les cookies. Le chef sourit et leur rappela que c'était lui qui avait cassé la jambe du héros, alors qu'il se montrait pire qu'il ne le pensait. L'idée que le héros ne pouvait plus se cacher que dans des coins sombres en attendant la mort l'amusait beaucoup, provoquant l'apparition d'une grimace dégoûtante sur son visage. En ayant assez, il dit au serviteur d'apporter la viande que son frère avait apportée, car il la méritait. Après beaucoup de temps, le héros a repris ses esprits dans sa propre chambre. Il avait l'impression d'avoir dormi toute la journée et sa jambe était engourdie. En pensant à sa jambe engourdie, il a immédiatement remarqué que tout allait bien et qu'il n'y avait plus de fractures, ni d'autres blessures sur son corps. Au même moment, le système informait le héros que son entraînement quotidien était sur le point de se terminer. Et s'il ne le terminait pas, ses points seraient débités. Le héros était simplement content de l'entraînement. Alors il s'est immédiatement lancé dans la simulation, où il a rappelé qu'il avait vu un onglet pour les armes et leur durcissement dans le magasin système. Avant d'acheter une arme, le héros voulait accumuler des points, mais comme le tyran ne lui donnait pas une vie tranquille, il a dû s'acheter un moyen de se battre pour sa vie, sinon il serait tué si rapidement. Le héros a activé la carte pour le droit d'acheter des armes, après quoi le système l'a informé qu'il avait désormais l'autorisation d'acheter des armes et de les utiliser davantage, ce qui signifiait que le héros serait désormais à un tout nouveau niveau.